Bonsoir à tous et bonsoir Monsieur Cormier-Denis. Vous êtes nationaliste québécois, journaliste, présentateur et commentateur politique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous allez donc nous parler ce soir du nationalisme québécois et de son histoire. La parole est à vous. Oui, bonjour à tous, bonsoir en fait, plutôt aux amis hexagonaux, aux camarades nationalistes. D'abord, j'aimerais remercier l'Action française de me donner l'opportunité de parler un peu du nationalisme québécois et canadien-français, parce que souvent, les Français ont une vision, je dirais, partiale de la chose québécoise. On voit souvent une image folklorique du Québec, mais il y a, comment je dirais, rarement une connaissance vraiment de la lutte nationale des Canadiens français, ne serait-ce que, par exemple, pour parler la langue. On va le voir au cours de la conférence. Ça a été un long combat pour nous. Et puis, généralement, de ce qui s'est passé, disons, dans notre histoire nationale, surtout depuis la conquête britannique en 1760. Alors, le titre de la conférence est de Canadiens français à Québécois, et c'est pour un peu expliquer, je dirais, l'évolution du sentiment national canadien-français, surtout chez les Canadiens français du Québec. Alors, on peut commencer tout de suite par des définitions. Hein. Qu'est-ce qu'un Canadien français? Eh bien, c'est au fond un descendant des colons français qui ont fondé l'Amérique française, donc à partir du 16e siècle, avec évidemment Jacques Cartier en 1543, qui finalement prend possession du Canada au nom du Christ et du roi de France. Mais il n'y a pas de colonie durablement établie par Jacques Cartier. Jacques Cartier vient sur le territoire, subit, disons, les hivers rigoureux et repart. Et il faut attendre Samuel de Champlain en 1608 pour vraiment qu'on mette en place la fondation de Québec et qu'il y ait une colonie permanente. Et à partir de 1608, il y aura donc de manière constante jusqu'à aujourd'hui finalement des descendants de colons français en Amérique du Nord. Donc, le terme de Canadien français n'apparaît pas immédiatement au 17e siècle. Il y a un sentiment proto-national lors de la Nouvelle-France, hein, lors du régime français en Amérique, qui dure en gros de 1534, ou si on veut, de 1608 plutôt jusqu'en 1763. C'est finalement la Nouvelle-France, hein, c'est la France en Amérique. Et après la guerre de 7 ans, eh bien, il y aura c'est ce que nous appelons la conquête britannique, hein, c'est-à-dire que finalement, le Canada devient une possession britannique suite à la guerre de 7 ans. Et à partir de ce moment-là, on peut dire qu'il y a un développement plus clair du nationalisme canadien-français. Mais déjà à l'époque de la Nouvelle-France, il y a quelque chose comme un proto-nationalisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on distingue déjà dans les textes, hein, en tant qu'historien, on peut faire ce travail-là, on distingue déjà les Canadiens des Français. C'est-à-dire qu'au fond, les Canadiens, qui sont-ils? Eh bien, ce sont les gens nés au pays. Ce sont les gens nés sur le territoire de la colonie. Donc, évidemment, on n'est pas au siècle des nationalismes et des nationalités, au 18e siècle, pas encore, certainement pas au 17e. Donc, c'est un sentiment qu'on pourrait qualifier de proto-nationaliste. Il y a des rivalités, par exemple, avec les miliciens canadiens qui combattent lors des guerres iroquoises et qui combattent également les 13 colonies, hein, qui vont devenir ensuite les États-Unis. Chez les miliciens canadiens qui veulent être dirigés par les leurs, c'est-à-dire qu'ils veulent être dirigés par d'autres Canadiens. Et, comment je dirais, il y a une sorte de petite rivalité avec les gens de la métropole. Donc, finalement, ce qu'on appelle déjà à l'époque les Français, finalement. Donc, il y a déjà un distinguo entre Canadiens et Français. Les miliciens canadiens sont connus pour se battre à l'indienne, comme on dit. Hein, c'est finalement les petites guerres, donc pas se battre comme sur les champs de bataille européens, mais finalement faire une sorte de guérilla à l'indienne. Ils sont assez redoutés d'ailleurs par les colons américains pour ça. Donc, il y a déjà, comment je dirais, une distinction entre les Canadiens et les Français, même à l'époque de la Nouvelle-France, mais il n'y a pas de revendication clairement politique associée à ça. Ensuite vient la conquête. Je ne vous ferai pas l'histoire de la guerre de 7 ans en Amérique du Nord, mais disons que le traité de Paris scelle le destin de l'Amérique française. Pour des raisons, comment je dirais, économiques, il y aura également un événement qu'on connaît assez peu en Europe, qui s'appelle le Grand Dérangement des Acadiens, qui va faire en sorte que les Britanniques vont finalement faire un nettoyage ethnique dans l'Acadie, donc dans les provinces maritimes du Canada, à l'est de ce qui est aujourd'hui le Québec, les provinces atlantiques, où on va finalement disperser les colons d'origine française, qu'on appelle les Acadiens.
Et donc, il y a véritablement un nettoyage ethnique qui est fait par l'Empire britannique pour chasser les colons français des terres les plus arables, hein, les plus prospères, ce qui va donner lieu à ce que les Acadiens appellent le Grand Dérangement. Ici, je fais un petit lien avec l'actualité. Le Grand Dérangement est l'expression qui a inspiré Renaud Camus pour parler du Grand Remplacement. Il s'est inspiré finalement de cet épisode-là de l'histoire acadienne pour finalement parler du phénomène de remplacement démographique à l'échelle occidentale. Donc, tout ça pour vous dire que la guerre de la conquête, donc le fait que nous passons finalement sous souveraineté anglaise, demeure quand même un événement marquant de notre histoire parce que finalement, nous passons de sujet français à sujet anglais. Et à partir de ce moment-là, à partir du traité de Paris de 1763, eh bien, progressivement, les Canadiens vont devenir des sujets d'une monarchie qui leur est étrangère. Donc, d'une monarchie protestante, d'une monarchie anglophone dont ils ne comprennent pas les lois. Hein. Il faut bien se mettre dans l'esprit d'un habitant canadien-français, canadien du 18e siècle. Il ne parle pas l'anglais. Pour lui, les Anglais, ça a toujours été l'ennemi que l'on combattait, les gens qui voulaient détruire la colonie, que ce soit les colons américains des 13 colonies ou que ce soit l'Empire britannique. Et par la force des choses, par les traités entre puissances européennes, il se trouve sous la souveraineté, finalement, sous la suzeraineté d'un monarque étranger dont il ne possède ni la langue, ni la religion. Évidemment, c'est assez particulier parce qu'à l'époque, en Grande-Bretagne, le catholicisme est très mal vu et sa pratique est même interdite. Alors, on va finalement obliger les Canadiens à faire ce qu'on appelle le serment du test pour participer à la vie administrative de la colonie. C'est-à-dire qu'ils vont devoir renier la religion catholique et pour prêter allégeance à la reine d'Angleterre. Évidemment, ça va être très mal vécu par les Canadiens qui veulent finalement conserver leur foi et leur langue. Hein. Ça va être le grand combat, disons, depuis cette époque. Hein. Finalement, c'est ce qu'on vit encore aujourd'hui. Hein. Bien qu'il y ait eu une sécularisation de la société québécoise, il n'en demeure pas moins que sociologiquement, nous sommes des catholiques. Je pourrais revenir là-dessus plus tard. Et que ça crée des conflits avec une conception anglo-protestante de la société. Et donc, dès le début, on voit qu'il y a une espèce de friction sur cette question, non seulement linguistique, mais aussi sur cette question également, je dirais, de la religion et de la confessionnalité. L'acte de Québec en 1776, il faut prendre en compte la temporalité, donc 1763 la conquête, 1776, donc 13 ans plus tard, c'est l'acte de Québec. L'acte de Québec, finalement, abolit le serment du test. Et que se passe-t-il en 1776? Ben, c'est bien sûr la Révolution américaine. Donc, l'Empire britannique donne des droits aux Canadiens français catholiques en leur disant, regardez, vous n'aurez plus à renier votre religion, mais surtout, ne vous joignez pas à la Révolution américaine. Les Américains qui, d'ailleurs, envahissent le Canada, montent jusqu'à Québec, prennent Montréal extrêmement facilement. Et les habitants canadiens-français hein, qui refusent le terme de paysans, il y a une espèce de volonté chez les colons français en Amérique de refuser le terme paysan qu'ils trouvent infamant et se réclament plutôt du terme habitant. Fait qu'on ne parle jamais, par exemple, de paysannerie au Québec, on parle de classe agricole. Et c'est le terme habitant qui va être finalement pris par les paysans, ce qu'on appelle en France les paysans. Donc, les habitants canadiens-français, voyant les armées américaines déferler vers eux, se faisant demander de rejoindre la Révolution américaine, sont assez timorés. Hein? C'est-à-dire qu'on sait très bien que les Américains, d'ailleurs, ont bâti une partie de leur propagande sécessionniste sur leur anticatholicisme. Parce que, finalement, l'augmentation des impôts aux États-Unis par l'Empire britannique, qui va être une des sources de la Révolution américaine, est justifiée notamment par la guerre que l'Empire britannique a menée contre la France en Amérique. Et les colons américains, donc les colons des 13 colonies, sont plutôt choqués de voir qu'il y a une tolérance britannique à l'endroit des colons canadiens et catholiques. Donc, bref, les colons canadiens-français, les habitants, vont plutôt être circonspects, ne vont pas vraiment rejoindre finalement le mouvement de la Révolution américaine. On va voir que ça va avoir des impacts
notamment au courant du 19e siècle, parce que les habitants du Canada, les Canadiens, qui vont devenir les Canadiens français au courant du 19e siècle, vont se réclamer toujours d'une forme de loyalisme envers l'Empire britannique, en disant aux Britanniques, donnez-nous des droits, voyez, nous ne nous sommes pas révoltés avec les Américains. En 1791, d'ailleurs, donc finalement, ce qui se passe en France, c'est la Révolution française, mais de ce côté-ci de l'Atlantique, dans l'Empire britannique, nous recevons l'acte constitutionnel. Alors, qu'est-ce que l'acte constitutionnel en 1791? Eh bien, c'est en gros, finalement, la mise en place d'une sorte de régime parlementaire sous la domination du gouverneur général. Hein. Donc, on n'est pas dans une démocratie représentative pure avec le gouvernement responsable. On est vraiment dans une colonie de l'Empire britannique qui donne une forme de représentativité aux colons qui sont sur place. Donc, dans ce cas-ci, à la majorité canadienne. Quand je dis canadienne, à l'époque, ça veut vraiment dire française et qui parle français, francophone, donc, et catholique. Il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, donc à la fin finalement du 18e siècle, nous n'avons plus vraiment de bourgeoisie au Québec. Nous n'avons plus de bourgeoisie d'affaires possédante. Pourquoi? Parce que la conquête a finalement coupé les liens que les marchands canadiens avaient avec leur mère patrie qui était la France. Et la bourgeoisie d'affaires qui va se mettre en place dans le territoire qu'on appelle le Bas-Canada, qui est en gros la province de Québec actuelle, ça va être une bourgeoisie anglophone, protestante et principalement écossaise. Molson, la famille Molson, les McTavish, McGill, Moffat, etc., qui vont finalement fonder les grandes dynasties bourgeoises du Canada anglais. Ce qui fait qu'il y a une forme de distinguo social qui se crée entre une minorité possédante marchande anglaise et une majorité de la population qui est composée principalement donc de paysans, de bûcherons, et également d'une petite bourgeoisie canadienne-française. C'est-à-dire qu'au fond, nous avons comme bourgeoisie, en tant que Canadiens, des avocats, des notaires et des médecins. Et quand l'Empire britannique va finalement donner l'acte constitutionnel et nous donner le droit de vote, le droit de vote censitaire, il faut être propriétaire pour voter, ça va avoir des effets assez grands sur notre conscience nationale, puisque finalement, on va envoyer à Québec, donc le centre du législatif, là où se trouve l'Assemblée législative, dans la ville de Québec, on va envoyer nos notaires, nos petits bourgeois, nos notaires, nos avocats, nos médecins. Et ces gens-là vont finalement développer un goût pour le parlementarisme britannique. Donc ça, c'est important de comprendre ça parce que finalement, notre conscience politique moderne se fait à l'intérieur des institutions britanniques. Donc en ce sens-là, le fait d'être un peuple, certes catholique, certes francophone, mais dans l'Empire britannique, transforme un peu notre rapport au monde puisqu'il nous inscrit automatiquement dans les luttes parlementaires et dans la culture parlementaire de l'Empire britannique. Nos institutions, d'ailleurs, encore aujourd'hui, sont britanniques. Je rappelle que tous les Québécois sont, qu'ils le veuillent ou pas, des sujets de Sa Majesté la Reine du Canada, Élisabeth II. Donc, il faut bien comprendre que ça a un impact assez grand sur notre conception de la chose politique, puisque c'est l'interprétation qui est faite par les Anglais, c'est-à-dire que leur régime est un régime supérieur, notamment au régime français, que ce soit l'ancien régime, qui est vu comme trop tyrannique et trop centralisé autour de Paris, ou que ce soit finalement la Révolution française, qui est vue extrêmement négativement à cause de la terreur, évidemment à cause finalement de la persécution des Vendéens, des colonnes infernales, de la folie expansionniste de Napoléon, etc. La Révolution française a très mauvaise presse au sein de l'Empire britannique, évidemment, vous pouvez le concevoir, mais également, il faut comprendre que la Révolution française a mauvaise presse aussi au sein de notre élite à nous, puisque finalement, soit nous avons une petite bourgeoisie qui est plutôt conservatrice, donc proche de l'Église,
et qui évidemment considère que la Révolution française est antichrétienne, tyrannique et finalement régicide, ou nous avons plutôt une bourgeoisie libérale, mais qui considère que le bon libéralisme, c'est le libéralisme des Anglais qui ne va pas dans les excès. Ce qu'on appelle le bon libéralisme anglais, c'est celui qui finalement est modéré. Hein. C'est finalement l'espèce de libéral-conservatisme de Burke contre les excès de Robespierre et de la terreur républicaine. Donc, la Révolution française, va être extrêmement discréditée au sein de nos élites. Et on va voir dans l'Empire britannique un modèle. Hein. Finalement, c'est la reprise des thèses de Voltaire, quoi. La bonne Angleterre avec ses bonnes institutions modérées, et la méchante France, soit qui est dirigée par une monarchie presque totalitaire, soit qui finalement va dans les excès révolutionnaires. Donc, notre bourgeoisie qui va finalement s'insérer dans l'Empire britannique va être finalement très admirative de cet empire et de ses institutions. Je ne vous ferai pas l'histoire des rivalités entre Américains et Britanniques, mais tout ça pour vous dire qu'en 1812, les Américains nous envahissent une deuxième fois. La Maison Blanche est brûlée par les soldats britanniques. C'est d'ailleurs là qu'est rédigé le Star Spangled Banner, hein, l'hymne national américain. Il y a des Canadiens français qui vont notamment se joindre à l'Empire britannique pour combattre l'invasion américaine. Encore une fois, ça va avoir des impacts, puisque finalement, quand on va aller demander des droits à Londres, quand on va demander notamment le gouvernement responsable, qu'on va demander le pouvoir de voter des budgets, hein, parce que finalement, certes, il y a une assemblée législative, mais le gouvernement en place n'a pas tous les pouvoirs. C'est le gouverneur général de la colonie, du Bas-Canada, qui est nommé par Londres, qui prend les décisions. Donc, en 1834, avec l'organisation du premier parti politique canadien, qui est le parti qu'on appelle le Parti canadien ou le Parti patriote, on va envoyer 91 résolutions à Londres pour demander notamment le pouvoir de nommer les fonctionnaires et de voter le budget. Alors, ça va prendre 3 ans avant d'avoir une réponse de Londres. Hein. Ce sont les aléas d'être une colonie outre-Atlantique. C'est comme ça au 19e siècle, au début du 19e siècle. Et la réponse vient en 1837 par les 10 résolutions Russell qui, en gros, répondent aux petits bourgeois canadiens qui veulent un pouvoir décisionnaire plus grand au sein de la colonie, qui répondent en fait non, 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 non. Ah oui, et en passant, le seul pouvoir que vous aviez, c'est-à-dire celui de voter le budget que d'ailleurs le gouverneur général pouvait bloquer, il y avait un droit de veto par le gouverneur général, eh bien, on vous l'enlève. Et donc là, ce qui va se produire au Bas-Canada, c'est un vent de rébellion qui part. Parce qu'on avait déjà l'impression que les institutions britanniques bloquaient inutilement les volontés politiques des Canadiens. Mais là, en plus, quand on veut finalement tout simplement avoir le gouvernement responsable et finalement avoir un contrôle un peu plus grand sur les affaires de la colonie, sans aller jusqu'à réclamer l'indépendance ou vouloir simplement couper les liens avec l'Empire britannique, hein, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'au sud de notre frontière, ce sont les États-Unis en pleine expansion. Les Canadiens pensaient que Londres allait accepter les demandes. Et le refus de Londres va finalement déclencher ce qu'on appelle les rébellions patriotes de 1837-1838, où finalement les petits bourgeois radicalisés par le refus de Londres vont en appeler à l'insurrection armée contre l'Empire britannique. Alors, vous savez, une insurrection armée, ça marche bien quand on a de puissants alliés. Or, ni la France ni les États-Unis n'aident les Canadiens lors de cette rébellion, ce qui fait que c'est le désastre militaire absolu. Les patriotes sont réprimés, ils sont condamnés, plusieurs sont pendus, d'autres sont envoyés dans les colonies pénitentiaires de l'Empire britannique, c'est-à-dire en gros l'Australie. Et oui, il y a même aujourd'hui des descendants de colons patriotes
Canadiens qui habitent l'Australie. Et finalement, c'est la débandade. C'est la débandade totale. C'est l'échec politique. C'est également une espèce d'invalidation des thèses libérales de ces petits bourgeois, puisque, au bout du compte, on se rend compte que Londres préfère défendre l'intérêt des marchands montréalais qui ne veulent pas de réforme démocratique de la colonie parce qu'ils se savent minoritaires, il faut bien comprendre ça. Les marchands anglais de Montréal, qui, en gros, contrôlent l'économie de la colonie, se savent entourés par des hordes de Français papistes. Et Londres préfère évidemment défendre l'intérêt de ses ressortissants, qu'ils soient écossais ou anglais, protestants. Donc, en gros, on comprend que Londres se met finalement du côté des Anglais et que la rébellion armée, pour nous, n'est pas possible. Suite à ces rébellions, va se mettre en place l'acte d'union. Alors, en 1840, l'acte d'union qui est un acte extrêmement important dans notre histoire, puisque c'est la fusion du Haut et du Bas-Canada. Parce que, tandis qu'il y avait certes une majorité française et catholique au Bas-Canada, l'actuel Québec, en gros, pour faire simple, il y avait une immigration, une colonisation massive venue des îles britanniques dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ontario, qui va former le Haut-Canada. Et l'acte d'union de 1840, lorsqu'on fusionne le Haut et le Bas-Canada dans un Canada uni, cela fait que les Canadiens français deviennent subitement minoritaires au sein de leur colonie. Alors, nous étions certes ce qu'on pourrait appeler une minorité sociologique, c'est-à-dire que nos institutions étaient britanniques, mais nous avions finalement la majorité démographique au sein de la colonie. Nous étions une colonie majoritairement française et catholique. Et à partir de l'acte d'union, lorsque nous fusionnons, finalement, Londres fusionne le Bas et le Haut-Canada, nous devenons une minorité ethnique chez nous. Et il faut lire les textes des anciens patriotes après 1840. Ils disent, ça y est, on est foutu. C'est-à-dire que la race française en Amérique va tout simplement disparaître, être assimilée par les anglo-protestants. C'est la grande crainte qui naît en 1840. 1840, finalement, est un peu la conséquence, en quelque sorte, des rébellions patriotes. Alors, ça va avoir un impact assez grand dans notre histoire, puisque finalement, les idées libérales et républicaines, les patriotes étaient plutôt quand même inspirés par les idéaux républicains, mais pas les idéaux républicains français, les idéaux républicains américains. Ça, il faut bien comprendre ça. Il y a une américanophilie chez les patriotes de 1837-38. Ces idées-là vont être discréditées à cause de la répression de l'Empire britannique et la force sociale qui va finalement s'imposer après 1840, c'est l'Église catholique. Parce que l'Église va être finalement notre grande institution nationale qui survit aux aléas de l'histoire et qui, au fond, nous avait avertis contre les dangers d'une rébellion armée. Évidemment, les évêques de l'époque disaient aux patriotes il faut être fidèle à la couronne britannique et ne pas se lancer dans des aventures militaires hasardeuses qui pourraient signer le tombeau de la nationalité. Donc, l'Église va ressortir extrêmement renforcée de cette crise politique-là et de l'acte d'union. C'est le début de ce qu'on pourrait appeler, de ce que certains historiens ont appelé le long hiver de la survivance. Alors, qu'est-ce que la survivance? Eh bien, en gros, c'est le pacte que les élites canadiennes forment avec l'Empire britannique. Nous ne pouvons pas nous émanciper d'un point de vue politique. Donc, ce qu'on va faire, c'est se soumettre à vous politiquement, mais, par contre, nous allons survivre culturellement. C'est-à-dire qu'on va défendre la foi catholique dans cet empire britannique qui est plutôt cathophobe, si on pourrait dire, et dans cette Amérique du Nord anglo-protestante, on va sauver la foi et on va sauver la langue. Et c'est le début de ce qu'on pourrait appeler ce qu'on va appeler au 20e siècle le clérico-nationalisme, c'est-à-dire que finalement le nationalisme canadien-français va se développer à partir de ce moment-là sur deux jambes, la foi catholique et la langue française. Donc, les idéaux républicains universalistes des patriotes vont être un peu oubliés au profit finalement d'une espèce d'ethno-nationalisme confessionnel français et catholique.
je résume assez simplement la chose. À partir après 1840, il y a donc l'acte d'union qui est mis en place, le Canada uni, qui est un régime qui dure pendant 27 ans. Et après 27 ans, se met en place l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Donc, on est en 1867. Pour vous placer sur, je dirais, la temporalité européenne, ben c'est la même année où Karl Marx publie le premier tome du Capital, pour ceux que ça intéresse. Mais c'est pour vous donner une idée de l'ambiance. Donc, l'industrialisation est quand même assez avancée. Et l'acte de l'Amérique du Nord britannique, c'est la création de ce qu'on pourrait appeler la Confédération canadienne, donc le régime dans lequel on vit encore actuellement aujourd'hui. Et c'est la fusion du Canada uni, qui va être séparé en 2 provinces, c'est-à-dire le Québec et l'Ontario, avec 2 autres provinces de l'Empire britannique qui vont être rajoutées, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Donc, 4 provinces. Il va y avoir des anciens patriotes, notamment Georges-Étienne Cartier, qui vont s'allier finalement à des Britanniques, John A. Macdonald, pour former le premier gouvernement de la Confédération, premier gouvernement qui est conservateur. Alors, à partir, je dirais, de ces années-là, de la fin du 18e siècle ou de la deuxième moitié du 19e siècle, à partir des années 1850, se crée un sentiment national chez les Canadiens anglais. Et qui évidemment, qui est assez loyaliste, hein, parce qu'il faut bien comprendre que les Canadiens anglais, ce sont des gens qui ont fui la Révolution américaine pour continuer à être britanniques en Amérique du Nord. Ce qui sépare un Canadien anglais d'un Américain, c'est la volonté de poursuivre l'aventure de l'Empire britannique en Amérique du Nord et de refuser la Révolution américaine. Au fond, pour le dire simplement, les Canadiens anglais sont des perdants. Ce sont les perdants de la Révolution américaine, les colons qui, finalement, ne voulaient pas de la Révolution et qui se sont réfugiés au Canada, plus les immigrants d'origine britannique qui viennent, finalement, grossir les rangs de cette minorité de colons. Et à partir des années du 19e siècle, de la deuxième moitié du 19e siècle, commence à se créer un sentiment national canadien-anglais, un peu distinct de l'identité impériale britannique, mais en même temps, la grande crainte des Canadiens anglais, c'est l'annexion aux États-Unis. Donc, ce sont des gens qui demeurent extrêmement loyalistes à l'Empire britannique. Et parce qu'il y a ce sentiment canadien-anglais qui est naissant, eh bien, forcément, on va devoir trouver un nom pour ce qu'on appelait à l'époque les Canadiens. Ces Canadiens vont devenir progressivement des Canadiens français, puisque s'il y a des Canadiens anglais, il faut bien déterminer qu'il y a des Canadiens français. C'est pour vous dire que dès le 19e siècle, et avec notamment la rébellion patriote, 1840, 1837-38 et puis ensuite l'acte d'union 1840, il va y avoir le développement d'un sentiment national distinct entre Canadiens anglais et Canadiens français. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 choses qui les séparent, la langue, évidemment, la religion, comme je l'ai dit, mais également l'attachement à l'Empire britannique. Les Canadiens français instrumentalisent les institutions politiques de l'Empire britannique à leur propre fin, mais n'ont pas de grande loyauté envers l'Empire britannique. Ils considèrent simplement qu'ils sont mieux servis de demeurer dans l'Empire britannique plutôt que de se joindre finalement aux États-Unis et de finir comme les Louisianais, c'est-à-dire finalement terminer comme une minorité ethnique dans les bayous complètement folklorisés. Donc, l'idée d'annexion aux États-Unis va traverser périodiquement notre histoire, mais ne se matérialisera jamais, et ce sont plutôt les courants libéraux et républicains qui sont attirés par les États-Unis, tandis que les conservateurs, les gens qui veulent conserver la foi et la langue, sont très réticents parce qu'ils savent que finalement les États-Unis forment une espèce de rouleau compresseur culturel. C'était déjà le cas au 19e siècle pour nous. Et donc, il faut se méfier de cette américanisation et de cette tentation annexionniste. Donc, après l'acte de l'Amérique du Nord britannique en 1867, il faut bien comprendre que cet acte est accueilli favorablement par beaucoup de gens au Canada français, puisqu'il redonne une sorte d'autonomie aux Canadiens français par la création de la province de Québec. En créant le Québec, ce qu'on fait, c'est redonner finalement un État provincial où les Canadiens français sont majoritaires. Et quel pouvoir donne-t-on aux provinces? Eh bien, principalement les pouvoirs culturels, c'est-à-dire en gros l'éducation. L'éducation
est quelque chose qui relève des provinces et non pas du gouvernement fédéral. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que finalement, au Québec, eh bien, on va pouvoir continuer à avoir des écoles catholiques et françaises. Et donc, la Confédération est vue, en 1867, est vue comme un gain par les conservateurs canadiens français qui considèrent que, en quelque sorte, la Confédération rachète la faute qu'avait commise l'Empire britannique en 1840 en nous fusionnant avec le Haut-Canada, qui est devenu l'Ontario. Donc, c'est le début d'une forme d'autonomie provinciale pour les Canadiens français par cet État où il y a effectivement une minorité anglophone possédante au Québec, mais où la majorité de la population est canadienne-française. Mais très rapidement, les rêves de cette confédération, l'attachement des Canadiens français envers la Confédération canadienne, qui est perçu, au fond, par les Canadiens français comme un pacte entre deux races, entre la race anglaise et la race française sur le continent, ces espoirs-là vont être vite déçus. Pourquoi? Parce qu'à l'ouest de l'Ontario, il y a ce qu'on appelle les prairies, et notamment la colonie de la Rivière-Rouge, qui est fondée notamment par des Canadiens français qui se métissent avec les Autochtones du coin. Ça va d'ailleurs donner naissance au peuple métis, ce qu'on appelle les métis, qui sont francophones et catholiques. L'immigration anglaise va elle aussi se déployer dans l'Ouest canadien, et ça va créer des rivalités au point qu'on en vient aux armes entre finalement Louis Riel, qui est le grand leader métis, et les colons britanniques. Et le Canada va évidemment, encore une fois, trancher en faveur des colons anglais, finalement, et vont pendre Louis Riel. Louis Riel, d'ailleurs, qui était une sorte de mystique catholique qui entendait des voix lui disant qu'il fallait qu'il reste fidèle à la foi catholique et que le Canada devienne un pays majoritairement catholique. Bon, il a été vu un peu comme quelqu'un d'un peu troublé sur le plan psychologique. Et l'Empire britannique a décidé de condamner à mort, donc de le pendre. Ça a créé des émeutes à Montréal, on a senti ça comme une grande injustice, et ça a été la grande désillusion, finalement, cette histoire de Louis Riel et de la répression de la révolte des Métis en 1885, donc 20 ans, en gros, après la Confédération, puisqu'on a compris que, finalement, les Canadiens anglais ne voulaient pas d'une autre province francophone à l'ouest du Canada. Donc, c'est le refus par les Anglais d'avoir une deuxième province francophone. Et qu'est-ce qui se passe 5 ans plus tard? Bon, ben, il y a la création de la province du Manitoba et il va y avoir des lois qui abolissent l'apprentissage du français au Manitoba, mais également dans l'Ouest. Et où les législations provinciales hors Québec retirent le financement des écoles catholiques. Donc, on comprend à ce moment-là que malgré la Confédération qui semblait donner des droits linguistiques et religieux aux Canadiens français, eh bien, les Canadiens anglais, finalement, nous ont fait un marché de dupes. Et quand c'est le temps de respecter réellement les droits des minorités catholiques et françaises à l'extérieur du Québec, il n'en est rien. Et finalement, ils bloquent tout simplement le financement des écoles catholiques, voire même interdisent l'apprentissage du français. Donc, grande déception face à la Confédération, que sont ces événements-là à la fin du 19e siècle. Alors, il y aura un événement assez incroyable en 1896, c'est l'élection d'un premier Canadien-Français comme premier ministre du Canada. Wilfrid Laurier, qui sera le premier ministre canadien-français, libéral, appartenant au Parti libéral, en 1896. Sauf que Laurier, certes, est canadien-français, mais au fond, pour se faire accepter dans le système parlementaire qui est dominé par les Anglais, va trahir les intérêts des francophones et va faire un règlement, finalement, sur les écoles au Manitoba au détriment des Canadiens français et au détriment de la foi catholique. Et ça, c'est un peu toujours le problème, je dirais, qu'on a encore aujourd'hui. C'est-à-dire que pour les Canadiens français, pour finalement faire le jeu des institutions fédérales, des institutions du Canada, il faut en quelque sorte trahir un peu les siens pour se faire accepter par le monde
politique canadien-anglais. C'est ça le prix d'être une minorité nationale. Les Canadiens français, je le rappelle, depuis 1840, sont minoritaires. Donc, Wilfrid Laurier, certes, premier ministre canadien-français, mais disons avec un bilan plus que douteux. Au même moment se développent des courants théologiques canadiens-français, notamment par Monseigneur Louis-Adolphe Paquet, qui est théologien, et qui développe toute une thèse sur la vocation de la race française en Amérique. Je vais vous lire ici un passage de ce qu'il écrit à la fin du 19e siècle. « Notre mission est moins de manier des capitaux que de remuer des idées. Elle consiste moins à allumer le feu des usines qu'à entretenir et à faire rayonner au loin le foyer lumineux de la religion et de la pensée. » Louis-Adolphe Paquet est également le créateur de l'apophthegme la langue gardienne de la foi. La langue est gardienne de la foi. C'est-à-dire qu'au fond, être fidèle à la langue française, c'est aussi être fidèle à la religion catholique. Donc, on a vraiment une espèce de fusion catho-nationaliste. Nous sommes certes français, mais nous refusons cette France républicaine qui est au fond une France dégénérée. Nous référons à la France de Saint-Louis, à la France catholique, la vraie France. Et en quelque sorte, il va même y avoir des thèses sur les Canadiens français qui seraient plus français que les Français, parce qu'au fond, les Canadiens français se disent, oui, mais nous n'avons pas été dénaturés par la Révolution française. Donc, nous sommes, au fond, les vrais Français, c'est nous, parce que nous n'avons pas vécu le changement anthropologique qui a été la Révolution française. Bon, évidemment, c'est extrêmement contestable, parce que si on n'a pas connu, certes, la violence et l'horreur de la Révolution française, on baigne dans le libéralisme anglo-protestant et nos élites sont complètement soumises, nos élites politiques en tout cas, sont complètement soumises à cette mentalité-là. Donc, c'est quelque chose d'autrement contestable, mais tout ça pour vous dire que ces idées-là règnent quand même dans le milieu qu'on pourrait appeler clérico-nationaliste du 19e siècle. Alors évidemment, à cette époque-là, on comprend que les institutions canadiennes nous sont hostiles, que l'Empire britannique favorise l'immigration des îles britanniques, donc en gros, les Écossais, les Anglais et les Irlandais. Alors les Irlandais qui sont certes catholiques, mais voilà, qui sont quand même anglophones, et une grande partie des Irlandais vont se joindre au monde anglophone, notamment les immigrés irlandais à Montréal. Ils vont finalement plutôt s'assimiler au côté anglais de la ville. On se rend compte il y a des risques tout simplement de disparition et d'assimilation. Donc, se met en place ce qu'on appelle la revanche des berceaux. Qu'est-ce que la revanche des berceaux? Eh bien, c'est en gros le clergé catholique qui insiste beaucoup auprès des familles, auprès des foyers canadiens-français pour qu'ils fassent beaucoup d'enfants. On ne contrôle pas l'immigration, on ne contrôle pas les institutions politiques, mais alors on va faire des enfants. Et on va essayer de faire une reconquête démographique. Si aujourd'hui le Canada français existe encore, c'est parce qu'on a eu des arrière-arrière-grand-mères et des arrière-grand-mères et des grands-mères qui étaient les femmes qui faisaient le plus d'enfants du monde blanc. Petite anecdote, alors évidemment ça ne remonte pas au 19e siècle, ça remonte au milieu du 20e siècle. J'ai par exemple eu un patron né dans les années 1950 qui était le 21e de sa famille. On ne parle pas ici de l'Afrique subsaharienne. On parle de l'Amérique du Nord, de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Et le type était le 21e de sa famille. C'était fréquent d'avoir des familles de 12, 15 enfants. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment eu une espèce de fusion entre la défense des intérêts nationaux et l'Église catholique. La langue gardienne de la foi. Alors, évidemment, à travers tout ça, se développe tranquillement l'idée que peut-être non seulement nous sommes une nation distincte des Canadiens anglais, mais en plus, peut-être nous faudrait-il un État à nous, c'est-à-dire la tentation non pas annexionniste, non pas de s'annexer aux États-Unis, mais la tentation séparatiste. C'est-à-dire qu'au fond, les Canadiens français, étant un peuple distinct des Canadiens anglais, doivent tout simplement avoir leur pays à eux.
Et il y a cet homme incroyable qui s'appelle Jules-Paul Tardivelle, qui est un franco-américain né dans le Kentucky, qui va déménager au Québec, apprendre le français au séminaire des Jésuites et va fonder un journal qu'on qualifie aujourd'hui d'ultramontain, donc un journal catholique qui s'appelle La Vérité, très inspiré par Louis Veuillot, et qui en 1895 va écrire le premier roman séparatiste de l'histoire du Québec, qui est le roman Pour la patrie, où il évoque un complot maçonnique à Ottawa contre le Québec et où finalement le Québec déclare l'indépendance en accord évidemment avec les principes catholiques. Donc c'est un livre séparatiste qui est complètement dans la tradition clérico-nationaliste. Et évidemment, voilà, tout ça sur fond de complot maçonnique venu par les méchants Anglais. Donc, c'est un roman assez incroyable à lire. Bon, les qualités littéraires sont discutables, mais disons que comme roman à thèse, c'est assez intéressant. Donc, c'est pour vous dire que déjà, en 1895, il y a l'idée qui plane du séparatisme. Mais va apparaître une deuxième figure très importante de notre histoire, un journaliste, Henri Bourassa, qui est né en 1868, mort en 1952, donc le fondateur du journal Le Devoir, qui va être un champion du nationalisme canadien-français et notamment de la lutte contre la conscription. Parce qu'après, finalement, l'histoire des écoles catholiques interdites en Ontario et dans l'Ouest, des écoles catholiques et françaises, interdites dans l'Ontario et dans l'Ouest. L'autre grande crise politique du début du 20e siècle, c'est la crise de la conscription lors de la Première Guerre mondiale. Alors, il faut bien comprendre que quand l'Empire britannique vous empêche de parler votre langue et de pratiquer votre religion, vous n'avez pas vraiment envie d'aller mourir sur les champs de bataille en Europe pour défendre l'Empire britannique qui vous persécute chez vous. Donc, les Canadiens français, sont extrêmement réticents à la conscription pour aller se battre, pour aller mourir pour l'Empire britannique sous les ordres des Anglais. Et donc, Henri Bourassa, ce journaliste, va devenir un peu le fer de lance, journaliste et député, va devenir le fer de lance de la lutte anti-conscriptionniste. C'est-à-dire la lutte contre la conscription voulue par l'Empire britannique. Et c'est le grand point de divergence entre le Canada anglais et le Canada français. Le Canada anglais est très favorable à la participation à la guerre. Le Canada français est très défavorable, surtout à la conscription, jusqu'au point où il va y avoir des manifestations pacifistes à Montréal contre la guerre, où finalement l'armée canadienne va tirer sur la foule. Donc ça, c'est un peu en 1917 à Québec. Donc ça, c'est un peu le summum des tensions. Il faut comprendre qu'à la même époque dans l'Empire britannique, ça bouge beaucoup en Irlande, les Irlandais demandent l'autonomie. Donc tout ça crée quand même une espèce d'ambiance insurrectionnelle, qui débouchera pas sur des actions violentes, à part ce que je vous ai dit là, l'émeute de Québec qui est au fond une répression des foules pacifistes. Mais cet événement-là, disons, de la conscription, va radicaliser les tensions, va radicaliser le sentiment d'aliénation du Canada français envers le Canada anglais. Sauf que Henri Bourassa rejette les thèses séparatistes qui sont promues notamment par une revue qui s'intitule L'Action française. L'Action française, non pas de Paris, mais l'Action française de Montréal, qui est un journal qui est dirigé par un certain abbé Lionel Groulx, figure extrêmement importante de notre histoire, qui va finalement développer l'idée de créer un État français en Amérique du Nord lors d'une série de conférences et d'articles qui s'intitule Notre avenir politique, dès 1922, donc après la Première Guerre mondiale. Et Henri Bourassa va s'opposer à ça, notamment au nom de la doctrine de l'Église, à cause de l'encyclique, en raison de l'encyclique Ubi Arcano Dei de Pie XI. Il va également prendre position finalement contre les petites rébellions des catholiques de l'Ouest qui s'opposent au règlement en place. Malheureusement, l'Église va prendre plutôt le parti du gouvernement canadien contre les catholiques canadiens français parce que le pari de l'Église, le pari de
de Rome, en quelque sorte, c'est de dire que l'avenir de la catholicité en Amérique du Nord, c'est l'anglais, puisqu'il y a de l'immigration anglophone, notamment irlandaise, puisqu'il y a de plus en plus de catholiques aux États-Unis, et que donc, les petits Canadiens français, certes, ils sont catholiques, mais ils ne pourront pas finalement s'imposer sur le continent. Et donc, Rome fait le choix plutôt du catholicisme anglais. Henri Bourassa va se ranger du côté de Rome. Et disons que ses anciens élèves, ou plutôt ses anciens admirateurs, qui étaient les nationalistes canadiens français, vont se dissocier de lui et vont plutôt rejoindre l'action française de l'abbé Groux. L'abbé Groux, donc, qui est né en 1878, qui est mort en 1967, donc le cofondateur de l'Action française de Montréal, c'est un prêtre, c'est un abbé, c'est un éducateur. C'est le grand inspirateur de la jeunesse catholique séparatiste qui va se développer, courant qui va se développer au cours des années 30, notamment. C'est également un historien qui va mettre de l'avant l'histoire glorieuse de l'Amérique française. Hein. Il va remettre au goût du jour toute cette immense saga qui est celle de la Nouvelle-France et qui va notamment insister sur le traumatisme de la conquête de 1763. Parce qu'il y a des courants historiques, notamment cléricaux, qui affirment que, au fond, la conquête britannique a été une bonne chose pour la race française en Amérique, puisque ça nous a sauvés des horreurs de la Révolution française. Et la réponse de Groux à ça, c'est de dire non, puisque finalement, certes, la conquête britannique de 1763 nous a évité les horreurs révolutionnaires, mais elle nous a plongé dans les griffes et dans la gueule, finalement, du libéralisme anglais. Donc, on ne s'est sauvé de rien du tout. En plus, nous vivons une sorte d'aliénation nationale, puisque nous ne vivons pas sous un régime qui correspond à notre tempérament national. Nous sommes quand même une minorité sous la coupe d'un peuple étranger, que ce soit l'Angleterre, que ce soit Londres, au fond, que ce soit le régime de Londres ou que ce soit le régime d'Ottawa, dominé par des Canadiens anglais. Donc, Groux est vraiment quelqu'un d'important dans notre histoire nationale, dans la création de notre conscience nationale, parce qu'il ne fait pas que reprendre les thèses clérico-nationalistes de Louis-Adolphe Paquet, mais il y rajoute finalement le traumatisme de la conquête. Donc, il fait de la domination anglaise sur les Canadiens français un événement traumatique. Et pour lui, il est évident que suite à la Première Guerre mondiale, les empires coloniaux vont s'effondrer. Il n'avait pas totalement tort d'un certain point de vue. Et que donc, les Canadiens français doivent préparer l'effondrement de la Confédération canadienne pour mettre en place, finalement, un État français en Amérique du Nord. Il va d'ailleurs faire une grande conférence dans les années 30, en 1936, où il va affirmer « Notre État français, nous l'aurons ». La conférence qui va créer beaucoup de remous. Lionel Groux va également publier un roman qui s'appelle L'appel de la race, où il met en place finalement une histoire où il y a un député canadien-français qui est marié à une Canadienne anglaise. Et puis, ce député canadien-français retrouve finalement une espèce de conscience nationale, lui qui était plutôt bonasse envers les Anglais. Et il va avoir une telle conscience nationale qu'il va vouloir que ses enfants apprennent le français. Et ça va créer le divorce entre sa femme canadienne anglaise et lui-même. Évidemment, c'est une espèce d'allégorie pour le séparatisme entre le Canada français et le Canada anglais. Mais vous imaginez bien que dans les années 30, un curé catholique qui écrit un livre où finalement son personnage principal se divorce, ça a créé le scandale. Ça a été d'ailleurs, L'appel de la race a été le premier best-seller québécois, enfin canadien-français. En 1936, notamment, il y a la prise de pouvoir d'un homme qui va marquer aussi notre histoire, Maurice le Noblet Duplessis, 1936, qui va régner de 1936 à 1939, et puis ensuite de 1944 à 1959. Duplessis, en gros, c'est un premier ministre du Québec. Donc là, on est dans le premier ministre du Québec. Là, simplement, je parle aux Français ici. Il faut bien comprendre qu'il y a un État provincial, le Québec. Il y a un État fédéral, donc le gouvernement du Canada. Donc, il y a un premier ministre pour le Canada et il y a un premier ministre pour le Québec. Duplessis est le premier ministre du Québec, qui va être élu sur un programme nationaliste, mais autonomiste. C'est-à-dire, au fond, on veut conserver le plus possible les pouvoirs de Québec
de la province de Québec pour ne pas laisser Ottawa grappiller nos champs de compétences. Hein. Donc, c'est une position qui n'est pas séparatiste, c'est une position qui est autonomiste. Duplessis va être battu en 1939, notamment parce qu'on l'accuse d'être finalement plutôt, comment je dirais, pacifiste lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il va reprendre le pouvoir en 1944. Et ce qui se passe après la Deuxième Guerre mondiale, c'est une tentation extrêmement grande d'Ottawa, donc du gouvernement central du Canada, de centraliser les pouvoirs, donc d'envahir les champs de compétences des provinces. Ce que va faire Duplessis, c'est résister. Donc, c'est lui qui va, par exemple, rapatrier l'impôt provincial. Hein. Le Québec, par exemple, on est la seule province du Canada où on fait 2 rapports d'impôt. Un rapport d'impôt pour le Québec et un rapport d'impôt pour le Canada. Celui qui va mettre en place ou qui va refuser, par exemple, que Ottawa finance les universités. Il va mettre en place, disons, toute une série de mesures en faveur de ce qu'on appelle au Québec la classe agricole, donc la paysannerie. Il va mettre en place une campagne d'électrification des campagnes, etc. Mais évidemment, ce que les libéraux ne lui reprochent pas, en fait, ce que les libéraux lui reprochent plutôt, c'est sa grande alliance avec l'Église. Parce qu'au fond, il faut bien comprendre que même jusque dans les années 50 au Québec, il n'y avait pas vraiment de ministère de l'Éducation. C'est l'Église qui s'occupait du système scolaire et hospitalier. Sauf qu'évidemment, le système hospitalier devenait tellement coûteux qu'il a été financé par l'État. Tout ça pour vous dire que on n'est pas en France. Il n'y a pas eu la Révolution française, il n'y a pas eu la Troisième République, il n'y a pas eu la loi de 1905. On est dans un tout autre ordre d'idées. Donc, l'Église a encore un rôle social extrêmement fort jusque dans les années 50. Notamment, Duplessis c'est lui qui va adopter le drapeau québécois actuel, adopté le 21 janvier 1948. Alors, 21 janvier, vous savez comme moi, quelle est cette date? C'est la date de la décapitation de Louis XVI. Donc, est-ce que c'est pour célébrer la décapitation? Bien sûr que non, c'est pour commémorer la décapitation de Louis XVI. Le régicide républicain. Et quel est le drapeau québécois que va mettre en place Maurice Duplessis en cette date, du 21 janvier 1948? Eh bien, c'est une croix blanche sur fond azur surmontée de 4 fleurs de lys blanches. C'est un drapeau qui est typiquement catho-monarchiste français. Et c'est le drapeau, encore aujourd'hui, actuel du Québec. Donc, c'est pour vous dire que cette alliance entre, finalement, la vieille France, la France d'Ancien Régime et le catholicisme, fonde un peu notre identité nationale. Nous sommes une ancienne colonie française de l'Ancien Régime. Suite à la mort de Duplessis, Maurice Duplessis décède en 1959. C'est le premier ministre, d'ailleurs, qui va régner le plus longtemps au Québec. Son record n'est jamais battu. Il va se produire un événement assez fondateur de la conscience nationale canadienne-française, qui est la Révolution tranquille. Alors, qu'est-ce que la Révolution tranquille? Eh bien, c'est finalement l'idée que le Québec vivait en retard face à l'Amérique du Nord, une société contrôlée par des curés, par l'Église, et donc, il faut s'émanciper à la fois de la religion et puis à la fois de cette espèce d'ordre social trop rigide où les Anglais sont encore les patrons. Donc, il y a une espèce de projection des Canadiens français dans les luttes décoloniales du tiers-monde, alors notamment l'Algérie, avec cette grande influence d'Albert Memmi qui écrit « Portrait du colonisé », les nationalistes de Groulx, donc les anciens élèves de Lionel Groulx, sécularisés, vont finalement se retrouver dans le discours décolonial des peuples du tiers-monde, en disant, au fond, l'Empire britannique, ce sont nos colonisateurs, et nous, les Canadiens français, nous sommes les colonisés. Terme qui avait d'ailleurs déjà été employé par Lionel Groulx dans les années 30. Mais évidemment, Lionel Groulx est un prêtre catholique, traditionnaliste, donc il n'était pas du tout dans une vision, je dirais, sécularisée de la nation. Mais ces élèves, eux, vont emboîter le pas. Et donc, ce néo-nationalisme-là va se mettre en place dans la volonté un peu de faire table rase du passé et de créer un peu un homme nouveau. C'est-à-dire que le Canadien français du 19e siècle et du début du 20e siècle, au fond, il était patriarcal, il était
catholique, il était enraciné, il était habitant, il était parfois un peu trop soumis à la domination des Anglais, hein, soumis sur le plan politique. Son nationalisme était uniquement culturel. Et les néo-nationalistes veulent finalement un nationalisme qui est plus politique, c'est-à-dire mettre en place notamment un État souverain pour créer un peu un homme nouveau, hein, qui est ouvert sur le monde, qui est sécularisé, qui ne reste pas pris dans ce folklore religieux, qui n'a peut-être même pas peur de prendre les armes, pourquoi pas, et au fond se met en place la mythologie du Québécois. Hein, on passe de Canadien-Français dans les années 50 à tranquillement Québécois au courant des années 60, et je dirais que la transformation va s'accomplir surtout à partir des années 1980. 1960, donc, c'est la Révolution tranquille. Ce sont les libéraux de Jean Lesage qui prennent le pouvoir. Ça va être notamment la nationalisation de l'hydroélectricité. On chasse, en fait, on rachète les compagnies américaines, hein, les compagnies hydroélectriques américaines, et on met en place Hydro-Québec, la nationalisation d'Hydro-Québec. Donc, ça va être vu comme une espèce de conquête par les Canadiens français contre le capital anglais, contre le capital américain. Donc, ça va être vu comme une conquête nationaliste. Et évidemment, tout ça se fait aussi en même temps où il y a un intérêt renouvelé de la France pour le Québec avec cette fameuse visite du général de Gaulle en 1967. Là, je ne vous fais pas toute l'histoire de la visite du général de Gaulle, mais en gros, de Gaulle est censé aller à Ottawa pour faire une rencontre diplomatique. Et la rencontre diplomatique n'aura jamais lieu à Ottawa. Pourquoi? Parce qu'il passe d'abord par Québec. Il est accueilli triomphalement par les Québécois et il lance cette fameuse déclaration « Vive le Québec libre » où il dit qu'il doit racheter finalement la faute commise par Louis XV lorsque Louis XV abandonne le Canada. Bon, crise diplomatique entre le Canada et la France à ce niveau-là. Quelques années plus tard, en 1970, se crée la crise d'octobre. La crise d'octobre, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un groupe qui s'appelle le FLQ, très inspiré de la lutte des Cubains, hein, notamment des marxistes cubains, qui veut à la fois, c'est un mélange de marxisme et de nationalisme, hein, c'est-à-dire qu'on va débarrasser le Québec des Anglais, en même temps faire une révolution marxiste, et puis faire une sorte de Cuba du Nord. Hein. Ce sont finalement des intellectuels marxistes radicalisés qui vont kidnapper un délégué britannique, un délégué commercial britannique, et kidnapper également un ministre. Hein, Pierre Laporte. Ça va se solder par la mort de Pierre Laporte. L'armée canadienne va être envoyée dans les rues de Montréal et finalement, le FLQ, va s'effondrer, quoi, en quelque sorte. Mais c'est important de rappeler cette crise parce que ça prouve aussi que les nationalistes québécois, même les séparatistes, ne veulent pas passer à l'action violente. Hein. Il n'y aura pas des attentats à répétition comme on peut le voir, par exemple, en Irlande, pour l'Irlande du Nord. Les Canadiens français les Québécois, donc, sont un peu horrifiés par la violence du FLQ, surtout la mise à mort du ministre Pierre Laporte. Et donc, ça va un peu mourir dans l'œuf, hein, cette histoire de FLQ. Sauf qu'évidemment, entre-temps, il y a eu la création du Parti québécois, premier parti ouvertement séparatiste, qui prend le pouvoir en 1976. Ça va avoir des impacts démographiques, puisque la minorité anglophone va largement quitter le Québec. Hein, les anglophones vont fuir. Il va environ y avoir 200 000 anglophones qui vont fuir le Québec entre 1971 et 1986. Alors, 200 000 personnes d'un point de vue français, c'est pas beaucoup de monde, mais il faut se rappeler qu'en 1980, le Québec, c'est seulement 6,5 millions d'habitants. Également, le Parti québécois va mettre en place la loi 101 qui fait du français la langue officielle du Québec. Et c'est vraiment le développement du sentiment national québécois. Il va y avoir le premier référendum sur la souveraineté du Québec qui va être un échec. Donc, ça ne fonctionnera pas. Mais je dirais qu'à partir des années 80, la transition entre les Canadiens français catholiques, enracinés, traditionnels, et le Québécois, je dirais, inspiré à la fois par une sorte de nationalisme civique très centré sur la question de la langue,
Comme je le disais précédemment, le clérico-nationalisme marchait sur deux jambes. Le néo-nationalisme québécois ne marche que sur une, parce qu'il a rejeté finalement le catholicisme. Il est sécularisé, les Québécois. Le Québec est une des sociétés les plus sécularisées en Occident. Et donc, même s'il n'y a pas de laïcité formelle par l'État, il y a un abandon total de la pratique religieuse, ou pratiquement total. En 10 ans, disons, de 1960 à 1970, la baisse de fréquentation des églises est hallucinante. Évidemment, tout ça est à mettre aussi en lien avec Vatican II, Vatican II qui émascule un peu la prêtrise, qui fait que les prêtres ne combattent pas la sécularisation de la société québécoise lors de la Révolution tranquille. Quand on enlève finalement les écoles des mains des prêtres et on les met aux mains finalement des technocrates de l'État, on sécularise la fonction publique et l'éducation nationale, le clergé ne combat pas. Donc, cette révolution anthropologique qui fait que les Canadiens français deviennent des Québécois, sécularisés, ouverts sur le monde, plutôt féministes, mais à la fois avec une forme de patriotisme civique qui défend la langue, trouve sa synthèse un peu dans le Parti québécois. En face du Parti québécois, parce qu'il ne faut pas oublier ce qui se passe à Ottawa durant ce temps-là, c'est l'arrivée au pouvoir de Pierre Elliott Trudeau. Donc, qui est Pierre Elliott Trudeau? Le père de l'actuel premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Pierre Elliott Trudeau, c'est un homme qui est né au début du 20e siècle, qui a écrit beaucoup dans le magazine Cité Libre, qui est un anti-duplessiste, donc qui combattait finalement le premier ministre Maurice Duplessis, qui combattait également les idées nationalistes de Lionel Groulx, qui a été très influencé par la revue Esprit d'Emmanuel Mounier en France, le personnalisme chrétien. C'est-à-dire l'idée qu'il faut remettre de l'avant dans le catholicisme la personne humaine et le débarrasser de cette structure rigide, hiérarchique qui est le clergé catholique. Donc, anti-duplessiste, anti-grossiste. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire, Pierre Elliott Trudeau? Il va considérer qu'il n'y a rien à faire au Québec puisque les Québécois sont des vilains tribalistes catholiques repliés sur eux-mêmes xénophobes. Et il va donc aller à Ottawa. Et il va investir le Parti libéral du Canada en devenant finalement la tête de proue du Parti libéral du Canada. Il va devenir premier ministre. Et que va faire Pierre Elliott Trudeau? Eh bien, il va combattre de toutes ses forces le séparatisme québécois, qui pour lui est une espèce de néo-tribalisme qu'il faut abattre. Donc, avec ses grandes idées cosmopolites, il va combattre férocement le Parti québécois de René Lévesque, il va combattre férocement pour le camp du non, pour le refus de la souveraineté en 1980. Et en 1982, que va-t-il faire? Il va mettre en place le rapatriement constitutionnel. Qu'est-ce que c'est? C'est au fond le texte qui est la Constitution de 1867 va être rapatrié de Londres à Ottawa et on va inclure au sein de la Constitution canadienne la Charte canadienne des droits et libertés qui inscrit notamment le multiculturalisme dans la Constitution canadienne. Ce qui fait qu'à partir de 1982, s'opposer au multiculturalisme, c'est s'opposer à la Constitution du Canada. Je ne vous ferai pas ici l'histoire juridique du combat contre le multiculturalisme, mais tout ça pour vous dire que les tribunaux canadiens, finalement, donnent la plupart du temps raison aux demandes d'accommodement raisonnable pour une simple raison, parce que c'est inscrit dans la Constitution canadienne. C'est-à-dire que juridiquement, le multiculturalisme fait partie du système canadien. S'opposer au multiculturalisme, c'est anticonstitutionnel. Alors, la particularité de cette fameuse Constitution de 1982, outre cette incorporation de la Charte canadienne des droits et libertés, c'est le fait que le Québec ne la signe pas. Le Québec n'a pas signé la Constitution de 1982. Elle ne l'a pas signée en 1982 et le Québec ne l'a toujours pas signée en 2021. Ce qui fait que nous sommes une province de facto dans le Canada. Factuellement, nous payons nos impôts. Il y a des bases militaires canadiennes au Canada. Bon, voilà, nous faisons partie du Canada. Mais nous n'avons pas signé la Constitution de 1982 parce qu'il y a eu refus de la part du Canada de reconnaître la nation française d'Amérique.
C'est-à-dire, au lieu de dire le Canada est un pays binational avec une majorité canadienne-anglaise et une minorité canadienne-française, eh bien, Pierre Elliott Trudeau a décidé d'en faire un État post-national multiculturel. Et c'est très important de comprendre cela parce que si on ne comprend pas cet aspect messianique du multiculturalisme canadien, on ne comprend pas ce qu'on vit actuellement. Hein? Il y a eu finalement une espèce de transfert de messianisme, si je puis dire. C'est-à-dire que le messianisme canadien-français du 19e siècle, c'était celui de la vocation de la race française en Amérique, c'est-à-dire de répandre la catholicité partout en Amérique et de rester fidèle à la race française en Amérique. Et ce messianisme-là s'est transformé en messianisme, je dirais, cosmopolite et multiculturaliste par la création du Canada de 1982 de Pierre Elliott Trudeau. Et aujourd'hui, le Canada est présenté dans le monde entier comme un modèle de société diversitaire accomplie où, malgré l'immigration massive, tout se passe bien, il n'y a pas de problème particulier, tout coule de source. Et ça résulte vraiment de je dirais, de cet esprit messianique qui était celui de Pierre Elliott Trudeau. Fortement influencé, comme je l'ai dit, par les courants personnalistes chrétiens, disons, de l'après-Deuxième Guerre mondiale principalement. Où en sommes-nous aujourd'hui avec le nationalisme québécois et le nationalisme canadien? Bon, je vois que j'ai fait déjà plus d'1 heure, je ne veux pas prendre plus de votre temps là-dessus, mais c'est pour vous dire que il y a eu évidemment le second référendum en 1995, hein, où le référendum a été perdu avec quelques milliers de voix. Hein. On parle de 50,6% des voix pour le oui et 49,4% des voix pour le non. Il faut rappeler que le Canada, lors de ce deuxième référendum, n'avait pas respecté ses propres lois électorales. Il avait dépensé illégalement pour sa campagne pour le non. Et il avait également donné le droit de vote à des immigrés, hein, les immigrés qui, à 90%, votent pour le maintien du Québec dans la Confédération. Il avait finalement accéléré la citoyenneté à des immigrants. Donc, il y a eu, disons, des manipulations par le camp fédéral, mais d'un certain point de vue, il fallait s'y attendre. Hein. C'est-à-dire que quand on démantelait un État en Amérique du Nord, un État qui fait partie de l'OTAN, qui est allié aux États-Unis, qui est vu comme un pays plutôt modèle sur la scène internationale, eh bien, le pays en tant que tel va se défendre. Et il s'est très bien défendu. Donc aujourd'hui, suite à l'échec, je dirais, du nationalisme canadien, du séparatisme plutôt québécois, en 1995, on est dans une espèce de vague de ressac un peu du nationalisme. Il y a aujourd'hui la coalition Avenir Québec qui a pris en fait pour la première fois le pouvoir en 2018, qui est sur un programme autonomiste québécois, hein, c'est-à-dire défendre finalement les prérogatives de l'État québécois face à l'invasion des champs de compétences provinciaux, mais qui ne parle pas de séparatisme. Donc, on n'est pas dans la volonté séparatiste de créer un État indépendant du Canada. Et par contre, il se retrouve finalement en porte-à-faux avec je dirais, les tendances multiculturalistes du Canada, puisqu'il a mis de l'avant la loi 21, qui est une loi très molle d'un point de vue français, sur la laïcité de l'État, où finalement on demande aux fonctionnaires qui sont en poste de pouvoir, c'est-à-dire en gros les juges, les procureurs de la couronne, les policiers, les éducateurs, les professeurs, finalement, les enseignants, de ne pas porter de signes religieux ostentatoires lorsqu'ils sont en fonction. Évidemment, ça affronte de plein fouet le multiculturalisme canadien. Donc, la loi 21 est actuellement devant les tribunaux. On verra ce que ça donne. Il y a de fortes chances que ça se rende jusqu'en Cour suprême du Canada, voire peut-être être invalidé par la Cour suprême du Canada. Hein, je dirais cette conception un peu plus française de l'espace public, qui appartient à tout le monde et donc n'appartient à personne, s'oppose à la conception de l'espace public des anglo-protestants où la liberté individuelle règne. Et donc, la liberté individuelle, c'est aussi c'est la liberté des islamistes de porter le voile, ou du juif de porter sa kippa, ou du sikh de porter son kirpan. Et donc, là, sur la loi 21, eh bien, on voit qu'on
réactive finalement cette lutte entre deux races, la race française et la race anglaise en Amérique, deux conceptions du monde, ce qui fait que malgré lui, malgré elle, au fond, la coalition Avenir Québec, actuellement au pouvoir à Québec, va finalement peut-être réactiver le nationalisme québécois, peut-être même réactiver les tendances séparatistes des Québécois, si jamais il y a refus par la Cour suprême de valider la loi 21 qui est actuellement devant les tribunaux. Donc, je ferai simplement une petite conclusion. J'espère avoir été assez succinct. Là, je sais que j'ai donné beaucoup d'informations. J'espère avoir intéressé les gens, mais je vais simplement conclure là-dessus. C'est-à-dire que le développement, finalement, d'un nationalisme canadien-français, puis ensuite québécois en Amérique du Nord, est lié tout simplement au fait que nous formons réellement un peuple en Amérique. Hein, c'est ce que je postule. Et que donc, nous ne sommes pas tout à fait solubles dans la nord-américanité canadienne-anglaise. Ça s'est vu lors de la crise de la conscription, ça s'est vu lors de la crise des écoles françaises dans l'Ouest, ça s'est vu encore une fois sur la question du multiculturalisme canadien. À chaque fois, je dirais que ça prouve un peu l'incompatibilité, disons, de ces deux peuples qui vivent dans un même pays, le Canada. Et c'est pourquoi, personnellement, peu importe l'axe gauche-droite, hein, moi je me définis plutôt comme un homme de droite nationale, je considère avant tout que nous appartenons à un peuple différent. Et c'est la raison principalement pour laquelle je suis un séparatiste. Hein. Je crois que les Canadiens français, le destin des Canadiens français, c'est d'avoir leur État souverain à eux en Amérique du Nord, ou de finir assimilé dans le melting pot post-national du multiculturalisme canadien. Voilà. Merci beaucoup pour votre passionnante conférence, Monsieur Cormier-Denis, et merci également aux auditeurs. Vous étiez 170, merci à vous. Alors, j'ai vu qu'il y a énormément de questions dans le salon questions-conférences. Monsieur Cormier-Denis, avez-vous un impératif horaire ou êtes-vous large pour répondre à ces questions? Oui, très large, pas de contraintes. Oui, donc commençons. Première question d'un de nos chefs de section. Pensez-vous qu'un rattachement du Québec à la France serait possible et souhaitable? Ah oui, je me fais souvent poser cette question-là par des Français nationalistes ou patriotes. Bah, écoutez, c'est sûr que vu la situation de la France actuelle, ça donne pas beaucoup envie, soyons très honnêtes. Hein. Je dis pas que notre situation est particulièrement plus enviable, mais voilà, quoi. La France actuelle ne donne pas envie. Donc, j'aurais tendance à dire non. Évidemment, on peut me dire oui, mais si jamais il y avait un changement de gouvernement, un changement de régime en France, est-ce que ça serait plus inspirant? Franchement, je vais être très honnête avec vous. Je pense qu'il y a quand même 4 siècles qui séparent la France du Québec. Hein, le fait d'être en Amérique, ça change quand même les mentalités. Hein. Vous savez, le rapport à l'espace, le rapport à la nature, le rapport aux choses du monde. L'américanité des Canadiens français fait en sorte que je ne suis pas particulièrement favorable au rattachisme, surtout vu la tradition politique française qui est celle, disons, du centralisme parisien. Donc, j'aurais tendance à répondre non à cette question-là. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'il ne faut pas faire des alliances. Hein. Moi, je vois très bien, par exemple, faire des partenariats France-Québec beaucoup plus forts que ce qu'on a actuellement. La France possède l'arme atomique. Hein. Pourquoi pas un Québec indépendant avec l'arme atomique? Nous, on a des ressources naturelles à n'en plus finir. Pourquoi pas pour la France? Ouais, ce genre de choses-là. La France est évidemment le meilleur allié, le plus grand allié du Québec sur la scène internationale. Donc, je pense qu'il faut chérir cette alliance-là. Pour ce qui est du rattachisme pur et dur, je n'y suis pas particulièrement favorable. Merci pour votre réponse. Question suivante d'un de nos cadres nationaux. Comment percevez-vous aujourd'hui l'intervention de Charles de Gaulle à propos du Québec libre en juillet 67? Oui, alors, c'est une intervention extrêmement, comment je dirais, importante dans notre histoire nationale. Il faut rappeler que, petite anecdote, le Québec a été traduit pour la première fois en chinois par l'agence de presse communiste chinoise lors de cette intervention de Gaulle. C'est-à-dire que le mot Québec n'existait pas en chinois auparavant. Donc, c'est pour vous donner simplement l'idée de la répercussion internationale. Hein. Au fond, Charles de Gaulle a mis le Québec sur la carte mondiale. Tout le monde aujourd'hui sait un peu c'est quoi le Québec et la fameuse phrase « Vive le Québec libre » en raison de Gaulle. Donc, à ce niveau-là, ça a été
ça a été extrêmement positif pour nous. À l'époque, c'était le premier ministre Daniel Johnson qui était en poste à Québec. C'est lui qui a organisé la visite de Gaulle en 1967. C'est lui qui a mis en place une forme de très grande théâtralité. Hein. Vous savez, on a fait venir de Gaulle sur ce qu'on appelle le chemin du roi au Québec. Donc, en fait, le chemin qui relie Montréal et Québec, qui a été mis en place à l'époque de la Nouvelle-France. Donc, bon, qui a été mis à l'époque où nous étions finalement sous l'Ancien Régime. Donc, le chemin du roi qui était parsemé de 3 drapeaux. Alors, un drapeau québécois, un drapeau français, et devinez quel était le 3e drapeau? Non, ce n'était pas le drapeau canadien, c'était le drapeau du Vatican. Donc, tout ça pour vous dire que il y a eu une grande mise en place, je dirais, diplomatique de cette venue du général de Gaulle en 1967. On avait caché le micro sur le balcon de la mairie de Montréal. Hein, on avait expressément caché un micro. Il n'était pas censé faire de discours. Et puis finalement, il a lancé ce Vive le Québec libre. Donc, ça a été extrêmement important. Il y avait des liens entre Daniel Johnson et Charles de Gaulle pour éventuellement appuyer les revendications nationalistes du Québec. Daniel Johnson, malheureusement, est mort quelques années plus tard sans véritablement pouvoir mettre à jour ses plans de référendum sectorial pour gruger du pouvoir d'Ottawa et arriver à l'indépendance. Moi, je pense que Daniel Johnson était un crypto-séparatiste, un séparatiste qui ne pouvait pas vraiment l'avouer parce que son parti était composé de gens très fédéralistes, mais lui-même avait une tentation séparatiste extrêmement grande. Et disons que dans une espèce de scénario fiction, M. Johnson aurait très bien pu s'appuyer sur la France de Gaulle pour sans doute, peut-être pas déclarer l'indépendance, mais certainement aller chercher plus de pouvoir de la part d'Ottawa. Donc, cette visite du général de Gaulle a été très importante pour nous. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont des réticences envers Charles de Gaulle dans la droite nationale française, mais il faut comprendre que pour nous, on a un rapport plutôt positif, notamment de Gaulle a propulsé le mouvement séparatiste québécois sur la scène internationale. Merci, Monsieur Cormier-Denis. Question suivante d'un sympathisant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Québécois étaient-ils plus favorables à la France libre ou à l'État français du maréchal Pétain? Alors, je pense que comme tous les Français, hein, c'est-à-dire le régime qui était vu comme légitime, c'était l'État français. Je veux dire, il y avait une reconnaissance diplomatique par les États-Unis de l'État français de Vichy. Donc, il n'y avait pas de question de la légitimité de Vichy. La question de la légitimité de Vichy est venue après, à cause du mythe gaulliste qui prend le pouvoir. Mais je veux dire, à l'époque, la France, c'est le maréchal Pétain. Il a été mis en poste de manière tout à fait légitime, même si c'est des circonstances incroyables. Donc, les Canadiens français sont plutôt sont attachés finalement à la France. En plus que les courants nationalistes canadiens-français au Québec sont plutôt, sont plutôt influencés par les mouvements nationalistes français qui sont favorables à Pétain. Ça laisse croire, en fait, que c'est le gouvernement légitime. Ça laisse plus que croire. C'est le gouvernement légitime aux yeux de la diplomatie internationale. Donc, il n'y a pas de question, il n'y a pas de raison de remettre en cause le régime de Vichy d'un point de vue canadien-français. Donc, je dirais oui, plutôt favorable. Ensuite, est-ce qu'il y avait des gens qui voyaient que l'Allemagne allait forcément perdre la guerre, que la compromission avec l'Allemagne pourrait entacher la France, etc. De notre côté, il y en a eu. Mais je dirais que c'était plutôt des journalistes libéraux, anglophiles. Sinon, si on regarde, par exemple, l'attitude des journaux lors de la Deuxième Guerre mondiale face à Pétain, c'est une attitude plutôt bienveillante. Et à l'épuration, hein, donc après 1945, quand finalement les gaulo-communistes vont prendre le pouvoir et, disons, vont commettre des exactions sur les gens qui ont été finalement proches du régime de Pétain, ça va être plutôt dénoncé dans les journaux canadiens français. Donc, je dirais que globalement, d'ailleurs comme les Français, les Canadiens français étaient plutôt favorables à Vichy, oui. Merci pour votre réponse. Question suivante donc d'un observateur.
Bonjour Monsieur Cormier-Denis. Quel serait pour vous le personnage historique le plus illustre de l'histoire du Québec? Ah oui, bonne question. Bah écoutez, il y a d'Iberville, Pierre Lemoyne d'Iberville, qui est un corsaire canadien, donc né au pays, qui n'a jamais connu une seule défaite maritime, qui s'est battu contre les Anglais dans les Antilles, qui s'est battu contre les Anglais jusque dans la baie du Hudson. Il capturait 3 vaisseaux anglais alors qu'il n'en avait qu'un. Vraiment un homme incroyable, un homme d'aventure. Toute la famille, d'ailleurs, d'Iberville, il avait des frères aussi qui allaient chercher les traîtres, le traître Radisson dans le nord du Québec, jusque dans la baie du Hudson. Enfin bref, histoire assez incroyable. Donc, Pierre Lemoyne d'Iberville, au niveau militaire, c'est quelqu'un de remarquable. Il est mort d'ailleurs, probablement. Enfin, on soupçonne que les Anglais l'ont empoisonné à Cuba. Donc, il a une stèle à Cuba. Personnage extrêmement intéressant, Pierre Lemoyne d'Iberville. Écoutez, pour le 20e siècle, moi, je suis un grand défenseur de l'abbé Groux parce que je pense que l'abbé Groux a finalement insufflé un sentiment nationaliste canadien-français extrêmement fort au Québec. Il a renouvelé le nationalisme canadien-français. Toute la construction historique que l'on se fait du Québec avec le traumatisme de la conquête, l'idée que finalement le fait que nous passions dans l'Empire britannique a été un traumatisme national est fondamental. Et ça vient de Lionel Groux. Donc, Lionel Groux est celui qui, en plus, lance l'idée du séparatisme comme on le connaissait, comme on le connaît aujourd'hui, à partir des années 20 avec l'Action française de Montréal. Donc, oui, je dirais que pour ce qui est du 20e siècle, c'est évident que pour moi, c'est l'abbé Groux qui a décrit notre âme nationale de manière extrêmement brillante. On relit encore aujourd'hui les textes de Groux et on s'y retrouve. D'ailleurs, je fais un petit peu ma promotion ici, autopromotion, puisque c'est pas Radio-Canada qui va faire mon autopromotion, ni les médias de masse. J'ai préfacé une anthologie politique de Lionel Groux, que j'invite les gens à découvrir, qui a d'ailleurs été postfacée par Julien Langella, donc cofondateur de Génération Identitaire et, je pense, porte-parole de Academia Christiana. Donc, anthologie politique de Lionel Groux aux éditions Tardivelle. Donc, je dis ça comme ça. Pour les gens qui veulent s'introduire à la pensée de Lionel Groux, c'est ce que je recommande. Donc, au 20e siècle, sans conteste, Lionel Groux. Pour ce qui est de l'histoire militaire, oui, je suis plutôt avec d'Iberville. Merci, Monsieur Cormier-Denis. Question suivante de notre secrétaire général adjoint. Que pensez-vous de Maurras pour conscientiser la question québécoise? Oui, alors c'est une bonne question. Je vais être très honnête avec vous. Je ne suis pas assez connaisseur de Maurras pour avoir une opinion là-dessus. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a une différence notable entre l'Action française de Montréal et l'Action française de Paris. C'est la question du régime politique. C'est-à-dire que pour nous, être monarchiste ne fait aucun sens puisque nous sommes déjà dans une monarchie. Donc, par exemple, Lionel Groux accorde très peu d'importance aux institutions. Il accorde de l'importance aux hommes. Pour lui, c'est la formation idéologique des chefs qui compte. Le régime dans lequel on est, que ce soit un régime parlementaire, un régime d'inspiration comme la Troisième République, bon, il n'est pas très favorable, mais pour lui, c'est pas ce qui compte. C'est pas les institutions qui comptent, ce sont les hommes. Donc, en ce sens-là, peut-être que je me sens plus grouxiste que maurassien, personnellement. Après, est-ce que Maurras peut inspirer la question nationale québécoise? Sans doute. Mais vous savez, les questions de philosophie politique sont très dépendantes du contexte. On réfléchit toujours selon le contexte historique dans lequel on est et selon le contexte national dans lequel on se trouve. Donc, est-ce qu'on peut appliquer une pensée maurassienne au Québec? C'est possible. Mais je ne suis pas assez expert en la matière pour répondre convenablement à cette question. Merci pour votre réponse. Question suivante d'un observateur. Croyez-vous que la discrimination anti-canadien français est toujours présente aujourd'hui au sein même du Québec? Alors, au sein même du Québec. Alors, au sein même du Québec, c'est particulier. Bon, il y a des choses qu'on a su sur, par exemple, la sélection des sportifs par Équipe Canada, notamment l'équipe de hockey canadienne, où finalement, on préférait prendre, à talent égal, on préfère prendre un Canadien anglais, puisque finalement, les Canadiens anglais sont plus solidaires entre eux. Ça fait une cohésion finalement nationale plus grande, et on met de côté les Canadiens français. Je dirais que maintenant,
en raison finalement de la discrimination positive des minorités racisées, n'est-ce pas? Ben oui, finalement, c'est le retour d'une forme de discrimination par la bande. Hein? C'est-à-dire que si vous n'appartenez pas à une minorité racisée, vous êtes discriminé. Donc, en fait, le racisme systémique dont on nous parle tant ces temps-ci, il se fait, mais il se fait de manière inversée. C'est-à-dire qu'à compétence égale, à cause de la discrimination positive, on va plutôt choisir la personne qui appartient à une minorité ethnique. Donc, on pourrait dire que de certains points de vue, c'est le retour d'une discrimination contre les Canadiens français, mais cette fois-ci, non pas au nom d'une sorte de suprémacisme anglo-protestant, mais au nom de la diversité, oui. Merci pour votre réponse. Question suivante d'un de nos militants. Le nationalisme canadien français et le nationalisme québécois sont-ils deux choses distinctes? Alors, ça dépend comment on voit les choses. Est-ce que l'un est le prolongement de l'autre? Dans un certain sens, oui, mais il y a des éléments de rupture. L'élément de rupture, je dirais, le plus fort, c'est celui de la religion, évidemment. C'est-à-dire que le nationalisme canadien-français, c'était la foi et la langue. Hein, on parle français et on est catholique. Le nationalisme québécois est plutôt dans une vision sécularisée, civique aussi, hein, de la nation. Ça, c'est peut-être quelque chose, je n'ai pas assez insisté là-dessus lors de ma conférence, j'ai peut-être voulu trop en dire, mais peu importe. C'est-à-dire que le nationalisme canadien-français, c'est le nationalisme des descendants des colons français en Amérique. Donc, il y a un aspect quand même ethnique à ce nationalisme-là. Tandis que le nationalisme québécois est beaucoup plus axé sur la langue et sur un patriotisme civique. Donc, il y a des éléments de continuité, mais il y a des éléments de rupture. Bon, c'est un peu une réponse facile de dire ça. Je pense que, évidemment, beaucoup de patriotes québécois actuels ne veulent pas entendre parler de nationalisme canadien-français parce qu'ils considéraient que c'est un recul, au fond, que c'est un recul historique de revenir à une forme de nationalisme ethnique qui, d'ailleurs, nous rattache, au fond, à la notion du Canada, parce que dans canadien-français, il y a le mot Canada. Donc, c'est nous rattacher aussi à ce qui reste des communautés canadiennes-françaises hors Québec. Or, le patriote québécois ou le nationalisme québécois est plutôt axé sur un patriotisme territorial qui, finalement, postule que quiconque est au Québec est québécois. Vous voyez? Donc, là-dessus, sur cet aspect civique des choses, je pense qu'il y a aussi rupture. Donc, il y a la question de la religion et il y a la question de l'ethnicité qui distinguent l'un de l'autre. Merci pour votre réponse. Question suivante d'un sympathisant. Aujourd'hui, les Québécois ont-ils encore conscience d'être une race distincte ou s'assimilent-ils pleinement et bêtement au Canada anglophone? Bonne question. Je pense que le nationalisme québécois a beaucoup basculé dans une forme de patriotisme linguistique. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce qu'on défend? On défend la langue. Ce qui fait qu'on a notamment eu des politiques d'immigration favorables à la francophonie et aux anciennes colonies françaises, donc algériens, maghrébins, africains, francophones, etc., antillais francophones aussi. Et on a un peu mis de côté, évidemment, la question de la confessionnalité, on a mis de côté la question ethnique. Donc, on s'est enfermé dans une sorte de patriotisme civique. Bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, voilà, quoi, c'est un peu comme en France, quoi, on a des islamistes qui veulent appliquer les lois islamiques, mais en français. Bon. Donc, je dirais que ce patriotisme québécois est très axé sur la question de la langue. Après, sur la question des mœurs et de l'américanisation, on subit un peu la même chose que tout le monde. Hein. Même en Europe, vous êtes largement américanisé. Et nous, davantage, évidemment, parce qu'on est collé sur les Américains. Donc, il ne faut pas sous-estimer le rouleau compresseur américain. Ce que je remarque à Montréal sur la question linguistique, c'est que oui, il y a de plus en plus de conversations qui se font en bilingue, une phrase en français, puis un mot en anglais, puis ensuite une autre phrase en français, etc. Donc, il y a une forme de bilinguisation de la jeunesse. Je pense que c'est le fait des nouvelles technologies. Les gens écoutent Netflix, donc des séries uniquement en anglais. Donc, oui, il y a une américanisation de la culture québécoise, ça c'est évident, mais c'était déjà en marche depuis les années 60. Hein, c'est-à-dire à partir du moment où on rejette les cours classiques et le logiciel catholique traditionnel, d'une part parce qu'il y a eu Vatican II, hein, c'est-à-dire que l'Église elle-même s'effondre sur elle-même. Hein, ça, faut bien comprendre ça. Il y a un effondrement interne à l'Église. C'est pas seulement les Canadiens français qui sont responsables de ça. Il y a un mouvement mondial dans les années 60 à ce niveau-là avec Vatican II. Donc, ce qui nous distinguait des Américains, c'était au fond notre culture classique catholique et la langue française.
il y a un des deux éléments qui est tombé, hein? Et c'est peut-être l'élément qui nous distinguait le plus des Américains. Donc, souvent, les nationalistes canadiens-français, ou ce qui reste des nationalistes canadiens-français, vont faire le reproche aux Québécois d'être finalement des Américains qui parlent français. Toute la culture, comment je dirais, populaire est américaine, mais ça se déroule en français. Donc, il ne reste que la question linguistique sur laquelle on peut combattre. D'ailleurs, l'angoisse linguistique des Canadiens français, des Québécois, cache souvent l'angoisse identitaire. C'est-à-dire qu'on voit que la démographie change, on se fait remplacer par des peuples du tiers-monde, et donc, pour finalement, de manière politiquement correcte, parler de cette angoisse-là, on va parler du déclin du français à Montréal. Mais c'est un espèce d'euphémisme pour éviter les sujets qui fâchent, qui est le déclin démographique. Merci pour votre réponse. Nouvelle question d'un de nos cadres. Quels penseurs nationalistes hexagonaux, donc français, vous inspirent? Ah, bonne question. Je peux pas écouter. Actuellement, je dois dire que je suis pas connaisseur. Je mériterais en fait de plus lire les grands nationalistes français, Barrès, Maurras, etc., tout ça. Actuellement, je peux pas dire que je suis en train de lire quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Vous savez, le problème d'appartenir à je fais une petite digression ici. Vous savez, le problème d'appartenir à une petite nation, c'est que non seulement il faut se cultiver par rapport à sa propre nation à soi, c'est-à-dire s'enraciner dans son propre passé national, mais en plus, il faut développer une connaissance générale sur les penseurs, je dirais des grandes nations, que ce soit la France, l'Allemagne, l'Angleterre, voire même l'Italie, pourquoi pas. On va ajouter les Italiens là-dedans. Et donc, ça demande 2 fois plus de travail. Donc, je dirais que j'ai plus tendance à me rattacher à des auteurs canadiens-français, notamment Lionel Groulx, plutôt que d'aller chercher du côté français. Mais c'est quelque chose que je devrais développer. Donc, je ferai un peu mon mea culpa là-dessus. Pas de problème, Monsieur Cormier-Denis. Merci pour votre réponse. Nouvelle question donc d'un de nos chefs de section. Outre les identités linguistiques et religieuses communes, et le fait d'être un nationalisme de défense, est-il le seul point commun entre le nationalisme québécois et français? Je suis pas sûr. Oui, ben, écoutez, il y a des différences, ça c'est sûr. C'est-à-dire que, comme je le disais, hein, bon, là, je fais une petite analyse du nationalisme français le sentiment national français a été beaucoup bâti alentour de l'État. C'est la monarchie qui fait la France et ensuite c'est la République qui va reprendre un peu le flambeau en s'attaquant aux langues régionales, etc. Donc, une grande lutte finalement pour une sorte d'homogénéité française. Mais la constitution de l'identité nationale française commence avec la monarchie et se prolonge à travers la République. Dans le cas du Québec, c'est autre chose, c'est-à-dire qu'on est déjà un peuple homogène, hein, on vient à peu près du nord-ouest de la France, quoi, le Poitou et puis la Normandie, hein, en gros, hein, les régions entre le Poitou et la Normandie, un peu le Saintonge, on évite un peu la Bretagne, il y a quelques Bretons, mais très peu. Donc, homogénéité à ce niveau-là quand même. Homogénéité de la langue, c'est-à-dire qu'on va abandonner très rapidement les patois locaux. C'est la coutume de Paris qui va être mise en place très rapidement en Nouvelle-France. Donc, il y a une unité même juridique du territoire de Nouvelle-France comparativement à ce qu'il y a en France. Donc, on est une population extrêmement homogène. Sauf qu'évidemment, comment je dirais, la conquête fait en sorte que ce n'est pas vraiment l'État qui construit un sentiment national, c'est le traumatisme d'être un peuple minoritaire. Donc, à ce niveau-là, c'est très différent de la France. Donc, on a un nationalisme qui est beaucoup plus proche. Alors, je vais choquer certaines personnes peut-être ce soir ici, mais on a un nationalisme qui est peut-être un peu, traditionnellement en tout cas, le nationalisme canadien-français peut-être beaucoup plus proche du nationalisme allemand. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une communauté de sang, une communauté linguistique qui n'est pas réunie autour d'un État. Et notre objectif, c'est justement de créer notre État pour qu'il soit enfin souverain. Et au fond, le Québec, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est le foyer national des Canadiens français. Et il doit devenir finalement l'État national des Canadiens français où nous devons rester majoritaires. Nous avons été mis en minorité en Acadie, nous avons été mis en minorité dans l'Ouest canadien, nous avons été mis en minorité en Louisiane.
Et le seul endroit où on doit être majoritaire, c'est chez nous, c'est-à-dire au Québec. Donc, à ce niveau-là, il y a des grandes différences entre le nationalisme français et le nationalisme canadien-français pour des raisons tout simplement d'historicité. Hein. C'est pas la même chose. On ne peut pas, nous, se concevoir comme un peuple impérial. Bien qu'on soit le fruit de la colonisation en Amérique du Nord, notre condition de minoritaire au sein du Canada fait en sorte qu'on a un rapport extrêmement différent à la chose nationale. Donc, à ce niveau-là. Et puis aussi l'américanité, c'est-à-dire qu'on n'est pas en Europe. On n'a pas comme voisins les Espagnols, les Italiens, les Allemands, les Belges, et puis de l'autre côté de la Manche, les Britanniques. On a au sud de nous les Américains. Et à l'ouest, le Canada anglais. Et à l'est, ce qui reste du Canada anglais dans les maritimes. Donc, on a un peu une mentalité beaucoup plus d'assiégé. La France, d'ailleurs, sur les questions démographiques notamment, ça fait en sorte qu'on a une conscience beaucoup plus aiguë de notre petitesse. Tu sais, quand vous êtes un peuple minoritaire, l'idée que l'immigration, finalement, est un problème, c'est-à-dire a été instrumentalisée déjà par le passé, par l'Empire britannique pour vous noyer, ça fait partie de notre conscience nationale. Souvent, j'ai l'impression que les Français, appartenant à une grande nation qui a dominé l'Europe, ils ont de la difficulté à penser qu'ils pourraient disparaître. C'est très difficile pour eux de réfléchir à ça parce que justement, ils n'ont pas cette conscience déjà d'être minoritaires chez eux. Alors, pour les Canadiens français, c'est très facile d'activer ce mécanisme de défense-là, puisqu'on a conscience nous-mêmes, depuis des siècles, d'être minoritaire et d'être dominé par un autre peuple. Donc, en effet, j'aurais tendance à dire qu'il y a des points communs, hein, la racine historique est commune, mais l'histoire nous a séparés. Et ça rejoint un peu la question du rattachisme. Je pense que la mentalité, malgré tout, beaucoup plus égalitariste des Québécois, hein, notre condition nord-américaine fait ça. Il y a des classes sociales beaucoup moins tranchées au couteau au Québec qu'en France. Ça fait qu'il y a quand même des différences sociologiques et donc nationales assez fortes entre les deux peuples. Merci pour votre réponse. Nouvelle question donc, de notre secrétaire général adjoint. Que pensez-vous des actions de Philippe Roussillon au Québec? Alors, je ne connais pas Philippe Roussillon. Bon, au moins, réponse rapide. Oui, désolé. Il n'y a pas de souci, ne vous en faites pas. Question suivante. Qu'en est-il du combat linguistique entre francophones et anglophones à Montréal? Plus particulièrement, si l'anglais sera majoritaire, est-ce que l'anglais sera majoritaire d'ici quelques décennies dans cette ville? Oui, alors ce sont les tendances démographiques actuellement. Alors évidemment, il faut comprendre que l'anglicisation de Montréal est liée à l'immigration massive, parce que les Canadiens anglais ne font pas plus d'enfants que nous. Hein. Donc, c'est le fait qu'il y a finalement une grande partie de l'immigration qui est sélectionnée, qui finalement fait sa vie en anglais. C'est-à-dire qu'au fond, les immigrés de l'ordre d'environ 50% choisissent l'anglais. Bon, avec l'accroissement démographique des immigrants, ça fait en sorte que nous payons pour une forme d'anglicisation, notamment de Montréal. Hein. Montréal est passé, je pense, sous la barre des 50% de francophones actuellement. Donc, on s'en va vers une anglicisation graduelle de la ville de Montréal, sous l'effet des politiques d'immigration massive que nous connaissons. Hein. Je rappelle que le Canada est le pays qui et malheureusement le Québec fait encore partie du Canada. Le Canada est le pays en Occident qui subit le plus de changements ethno-démographiques de tout l'Occident. Justin Trudeau a annoncé récemment 400 000 nouveaux immigrants par année. 400 000, c'est plus que ce que reçoit la France actuellement. Alors, le Canada, c'est 35 millions d'habitants. Donc, il faut comprendre qu'on reçoit 2,5 fois plus d'immigrants qu'en France en termes de proportion de la population et 2 fois plus qu'aux États-Unis. Donc, c'est le turbo-remplacement. Hein, c'est le grand remplacement à la vitesse grand V. Donc, tout ça accélère évidemment l'anglicisation de Montréal, mais pas seulement de Montréal, des banlieues de Montréal, hein, c'est-à-dire la rive nord et la rive sud. Évidemment, quand on parle des banlieues en Amérique du Nord, on ne parle pas de vos banlieues à vous, là, avec vos tours HLM communistes, comme en France. Hein, l'architecture brutaliste assez déprimante. On parle des suburbs à l'américaine, c'est-à-dire au fond les banlieues avec la petite maison unifamiliale, la cour et puis pourquoi pas la piscine. Donc, ces banlieues-là, elles aussi sont de plus en plus remplacées par une immigration du tiers-monde et donc ont tendance, en effet, à s'angliciser. Donc, la tendance à l'anglicisation à Montréal est fulgurante. Hein, depuis 15 ans, il y a une accélération extrêmement grande de ça. Il faut comprendre aussi qu'il y a il y a
des problèmes de financement. Il y a un surfinancement des écoles du réseau scolaire collégial et universitaire anglophone. Les anglophones historiques ne représentent que 8% de la population du Québec. Là, quand je parle des anglophones historiques, je parle vraiment des Canadiens anglais, là, les descendants de colons britanniques en Amérique du Nord, au Québec. Ils ne représentent que 8%. Or, ils sont financés à 30% du budget de l'État. Pourquoi? Parce que l'immigration massive fait en sorte que ça dope finalement leur présence et la demande pour l'anglais à Montréal. Donc oui, grand danger sur la langue française au Québec, anglicisation massive, et ce qu'on peut craindre dans les prochaines années, c'est qu'au fond, Montréal, qui est donc la grande ville, qui est finalement le moteur économique du Québec, s'anglicise, et que donc le français redevienne une espèce de langue régionale des pauvres en région, et que pour accéder finalement à des hauts postes de compétences, il faille parler l'anglais. Hein? Ça, c'est un grand problème qu'on avait essayé de résoudre avec l'adoption de la Charte de la langue française en 1977, mais qui n'est pas parvenu à ses fins, notamment en raison de la déconstruction, de sa déconstruction par la Cour suprême du Canada, qui a invalidé des pans entiers de la charte de la langue française, de la loi 101. Donc, oui, il y a à craindre vraiment beaucoup pour l'anglicisation de Montréal. Ça se voit de plus en plus. Il y a une espèce de sursaut actuellement au Québec sur cette question-là. Comme je le disais, hein, souvent, les questions linguistiques au Québec cachent les angoisses identitaires. Donc, on va voir comment ça va se développer dans les prochaines années. C'est sûr que la coalition Avenir Québec, qui est au pouvoir actuellement, a la balle dans son camp. On va voir si elle va être capable de faire quelque chose. Rien n'est moins sûr. Ça prend beaucoup de courage politique pour agir sur le plan linguistique, parce que dès que vous faites ça, par exemple, arrêter de surfinancer le réseau anglophone, ce genre de choses-là, ou mettre des lois un petit peu liberticides, ben, c'est l'ensemble du Canada anglais qui se met à hystériser contre vous en vous traitant de fascistes, de nazis de la langue, etc. Donc, il faut les reins extrêmement solides pour un gouvernement afin qu'il s'attaque finalement à la question linguistique. Donc, j'ai des espoirs extrêmement modérés envers la coalition Avenir Québec actuellement au pouvoir. Merci pour votre réponse, M. Cormier-Denis. Question suivante d'un de nos militants. Y a-t-il encore un sentiment identitaire francophile au Québec ou dans les autres régions canadiennes? En d'autres termes, quel rapport entretiennent les Québécois avec leur ascendance culturelle française et catholique? Vaste débat. Alors, écoutez, le rapport à la France est ambigu parce qu'on a l'impression que c'est un peu un amour déçu. Hein, pour faire simple, la France, dans la conscience historique québécoise, les Français nous ont abandonnés pour garder les Antilles lors de la guerre de 7 ans. Donc, évidemment, vu comme ça, il y a une espèce d'amour blessé, en quelque sorte, hein, un amour déchu entre le Québec et la France. Et puis, comment je dirais, oui, il y a parfois un rapport un peu complexé sur la question linguistique, c'est-à-dire le fait que les Québécois savent qu'ils ont un accent, ça peut créer une espèce de sentiment de complexe d'infériorité de la part des Français. Les Français sont vus comme des gens débarquant au Québec avec leurs grands principes, connaissant finalement toute la vérité du monde. Donc, il y a cet aspect-là, je dirais, il y a une espèce de parfois d'agacement des Québécois envers les Français. Mais il y a aussi beaucoup d'intellectuels québécois qui sont francophiles. Donc, c'est un double rapport. Tous les débats que vous avez, par exemple, sur l'islam, sur la laïcité, ben, ça touche beaucoup le Québec. Hein. Quand, vous savez, par exemple, quand Notre-Dame brûle, les Québécois se sentent très interpellés. Le premier voyage que font les Québécois en général à l'étranger, enfin, beaucoup d'entre eux, c'est en France, quand ils vont en Europe. Certains vont en Amérique latine, quand ils veulent faire de l'humanitaire, hein, en Amérique centrale. D'autres, quand ils sont un peu plus hippies, vont dans l'Ouest canadien. Mais beaucoup vont en France. Donc, je dirais que le rapport à la France est quand même un rapport, je dirais, qui ne peut pas être brisé malgré l'histoire, parce que tout ce qui se passe en France nous affecte. Hein, même le débat qu'on a actuellement sur la loi 21 et sur la laïcité de l'État, ben, c'est un peu une reprise des débats que vous avez chez vous, en quelque sorte. Hein, c'est le modèle français contre le modèle protestant anglo-américain. Donc, à ce niveau-là, il y a vraiment des
des liens France-Québec qui sont extrêmement forts. Vos débats intellectuels nous interpellent. On est un peu à la frontière entre les États-Unis, l'Empire britannique et la France. Et puis, évidemment, tout ça pris dans le Canada anglais. Donc, est-ce qu'il y a un sentiment francophile? Cette francophilie existe, mais je dirais qu'elle existe plus dans certains milieux intellectuels. Tandis que chez la population de base, il y a quand même une américano-philie assez forte, où on consomme beaucoup de culture américaine, on s'en va en Floride passer l'hiver, etc. Donc, je dirais que ce rapport-là à la France est assez mitigé. Il y a des Québécois qui sont très francophiles, il y a des Québécois qui sont plutôt critiques des Français. Donc, c'est difficile d'avoir une réponse extrêmement claire là-dessus. Mais je pense que c'est clair qu'il y a cette espèce de... Il y a ce fond de mélancolie et d'amour déçu, hein, le sentiment d'avoir été abandonné en quelque sorte par la mère patrie lors de la guerre de la conquête et de nous avoir laissé finalement aux mains des Anglais. C'est un sentiment qui est assez répandu au Québec. Donc, le sentiment d'un amour déçu, en quelque sorte. Merci pour votre réponse. Question suivante. Chesterton félicitait les communautés de Canadiens français qui partaient occuper le nord de l'Ontario dans les années 20. Ces communautés francophones existent-elles encore? Oui, alors il y a encore des Franco-Ontariens, ça existe toujours. Ils sont évidemment très minoritaires. Le problème, vous savez, avec les minorités canadiennes françaises hors Québec, c'est qu'avec le métissage, au fond, ce qui se produit, c'est que c'est l'assimilation et l'anglicisation. Hein. Une partie de ma famille vient du Manitoba francophone, donc l'Ouest canadien francophone, sont minoritaires. Je pense que le tagalog, qui est une langue indonésienne, est plus parlé au Manitoba maintenant que le français. Vous donner une idée du statut du français. Donc, le problème des communautés canadiennes françaises hors Québec, c'est que les gens trouvent des compagnons ou des compagnes canadiennes anglaises. Le compagnon ou la compagne n'apprend pas le français parce que le Canada est à peu près le seul pays où le français est vu comme une langue non prestigieuse. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que les enfants, parfois, sont bilingues, mais finalement, ne parlent pas français à la maison parce que le père ou la mère anglophone n'a pas appris la langue. Vont-ils transmettre cette langue-là à leurs descendants? Peut-être, peut-être pas. Et à force de génération, le taux d'assimilation, finalement, augmente de génération en génération. Donc, ce qui fait qu'à terme, il y a une forme de disparition. D'ailleurs, c'est le cas aussi pour les immigrants francophones, hein, parce que souvent, on nous dit, oui, mais regardez, on fait venir des Congolais francophones au Canada anglais pour augmenter la taille des francophones. Oui, sauf qu'après une génération, les descendants de Congolais parlent anglais. C'est-à-dire, ils s'assimilent à la langue majoritaire de manière tout à fait logique. Donc, évidemment, cette question des Canadiens français hors Québec, moi, je garde évidemment un grand attachement envers ces communautés-là. Je considère que c'est notre diaspora nationale. Hein, au fond, c'est notre diaspora. C'est-à-dire qu'on a le Québec qui est le foyer national des Canadiens français et on a des Canadiens français qui sont hors Québec, mais qui appartiennent encore à notre nation. Donc, je suis plus là-dessus sur une défense, je dirais, des Canadiens français hors Québec. Je pense qu'on doit créer des liens avec eux. Je pense que l'État québécois doit les soutenir. Je pense que dans le cas de l'avènement de l'indépendance du Québec, il faudrait également avoir des relations diplomatiques très, très fortes avec ces communautés, même avec les Franco-Américains. Et finalement, oui, c'est des gens pour qui j'ai un grand attachement. Après, politiquement, c'est très difficile de faire quelque chose pour eux parce qu'ils sont trop minoritaires, quoi, pour avoir un impact politique dans la vie nationale locale, que ce soit en Ontario ou au Manitoba. C'est très compliqué. Le cas des Acadiens est un peu différent, mais vous voyez, récemment, il y avait une course à la... finalement, c'était les élections générales au Nouveau-Brunswick et il a failli pas avoir de débat en français, alors que la province du Nouveau-Brunswick, officiellement, c'est la seule province qui est bilingue. Le Québec est officiellement français. Le Nouveau-Brunswick, donc là où résidaient auparavant les Acadiens avant leur déportation, est censé être bilingue et pourtant, on voit qu'il y a encore de la difficulté à faire accepter le français comme une langue légitime. Donc, c'est pour vous donner, comment je dirais, l'idée de l'ampleur du défi francophone hors Québec.
Merci pour votre réponse, Monsieur Cormier-Denis. Alors, je m'excuse d'avance parce que nous arrivons bientôt à 2 heures de conférence et d'enregistrement. Et il y a énormément de questions, toutes très intéressantes les unes les autres. Et Monsieur Cormier-Denis donne des réponses vraiment très très complètes. Mais faute de temps, et parce que également en France, il se fait un peu tard, donc nous fatiguons un petit peu, je vais en faire 3 dernières, si cela vous dérange pas, Monsieur Cormier-Denis. C'est parfait pour moi. Donc, avant-dernière question, quelle est la différence entre Québécois et Acadiens? Quelle est la place des Acadiens dans l'indépendantisme québécois? Ah, bonne question. Ah, il faut comprendre qu'en 1714, par le traité d'Utrecht, l'Acadie est cédée à l'Empire britannique. Donc, les Acadiens se retrouvent plus tôt que les Canadiens français comme des sujets de la monarchie britannique. Et donc, ça va créer un espèce de sentiment national un peu différent. La question de la différence entre les Acadiens et les Canadiens français, pour moi, je dois dire que je la considère assez floue. Alors, évidemment, il y a une espèce de, comment je dirais, il y a un sentiment parfois de la part des Acadiens d'impérialisme québécois. C'est-à-dire qu'au fond, les Québécois, c'est eux qui représenteraient vraiment la nation française en Amérique. C'est eux qui, finalement, ont le plus de production culturelle. Donc, ils se comportent un peu comme si les autres n'existaient pas. Les autres francophones d'Amérique du Nord n'existaient pas. Donc, il y a parfois des petites rivalités entre Québécois et Acadiens, ce qui est normal d'avoir des rivalités avec ses voisins. On connaît tous les fameuses histoires belges, etc. Donc, oui, c'est assez normal d'avoir ce genre de rivalité-là. Évidemment, la condition culturelle, malheureusement, des Acadiens, pour ma part, est assez dramatique. Le statut du français au Nouveau-Brunswick est compliqué, difficile. Je trouve qu'on a tendance beaucoup à folkloriser l'identité acadienne. Le but, c'est pas d'être folkloriquement français. Le but, c'est d'avoir des universités en français, de produire de la science en français, d'avoir des entreprises françaises. Je veux dire, l'objectif, c'est de vivre une vie réellement en français, avoir la plénitude de notre vie française, comme le disait Lionel Groulx. Donc, il ne faut pas simplement faire du folklore. Malheureusement, c'est ça. Des fois, on a l'impression qu'en Acadie, l'identité acadienne se réfugie un peu trop facilement dans la question du folklore. Des gens pour qui, évidemment, j'ai un grand respect, une grande admiration, que sont les Acadiens et leur combat linguistique. Évidemment, par contre, pour ce qui est comment je dirais, la place des Acadiens dans le mouvement séparatiste québécois, elle est généralement pas trop réfléchie. Moi, je suis plutôt de l'ordre de penser au rapatriement. Je pense que, voilà, si les Canadiens français ou les Acadiens, les francophones du Canada veulent vivre vraiment en français au Québec, veulent vivre vraiment en français, eh bien, il faut déménager au Québec. Moi, je suis pour rapatrier les minorités canadiennes françaises hors Québec vers le Québec. Donc ça, c'est ma position personnelle, mais je ne peux pas dire que c'est la position nécessairement du mouvement souverainiste québécois en général. Je pense que c'est une manière de régler le problème. D'une part, ça nous aide sur le plan démographique, et puis d'autre part, ça permet aux Acadiens de vivre vraiment leur vie française en Amérique. Merci pour votre réponse très complète. Avant-dernière question, est-ce que l'éloge de la diversité multiculturelle n'a-t-il pas permis la domination canadienne sur le Québec, ainsi que noyer le nationalisme québécois et canadien-français, en faisant de ceux-ci une minorité parmi d'autres? Quelle réponse pourrait y être apportée? Ah oui, très bonne question. En effet, c'est-à-dire que transformer le Canada d'un pays binational en pays multiculturel, c'est exactement ça. C'est de dire finalement les Canadiens français, c'est qu'une minorité parmi d'autres, parmi les Ukrainiens, parmi les Grecs, parmi les Italiens. Et finalement, pourquoi est-ce qu'ils auraient plus de droits que les autres, quoi, en fait? C'est principalement ça. Donc, oui, cette espèce de cosmopolitisme radicalisé par le multiculturalisme, c'est ce que c'est. C'est une volonté de s'attaquer explicitement au séparatisme québécois. Ça, pour moi, c'est évident. C'était la manœuvre de Pierre-Éliott Trudeau. Alors, comment faire ça? Comment lutter contre ça? Il faut rappeler l'histoire. C'est-à-dire que c'est nous qui avons fondé ce pays, c'est nous qui l'avons civilisé. Je rappelle que le Canada était peuplé uniquement par des populations primitives qui vivaient environ comme au néolithique.
avant l'arrivée des colons français. C'est nous qui l'avons bâti, c'est nous qui l'avons construit, et nous sommes légitimes puisque c'est la terre de nos ancêtres. Nous sommes ici, chez nous. Et donc, nous avons le droit d'être majoritaires chez nous sur cette terre que nous avons bâtie, que nos ancêtres ont construite avec leurs larmes et leur sang. Merci, M. Cormier-Denis. Enfin, dernière question. Que pensez-vous de l'émigration actuelle de Français au Québec et de leur sociologie? Oui, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Ce sont des gauchistes. Ce sont des gauchistes, principalement. Hein, on peut regarder le résultat des élections présidentielles de 2017, où Marine Le Pen arrive en 5e place derrière Benoît Hamon et évidemment Jean-Luc Mélenchon qui était en 2e place. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'on a sociologiquement au Québec. Beaucoup de macronistes, donc des libéraux, je dirais, parfois de la petite bourgeoisie libérale qui veut fuir la France, fuir la diversité, fuir le djihad au quotidien. Mais qui finalement se retrouve ici pour nous dire que la France est crypto-fasciste avec ses lois sur la laïcité, alors que la laïcité est évidemment un combat de gauche contre l'Église catholique, hein, qui n'a pas grand-chose à voir avec la droite nationale, mais enfin bref. Donc on a une sociologie de gens qui parfois ou également sont un peu médiocres, je dois le dire, parce qu'ils veulent vivre le rêve américain, mais voilà, ils n'ont pas la... Ils n'ont pas la faconde d'y aller à fond. Hein. C'est-à-dire que pour aller aux États-Unis, il faut avoir sa green card, il faut emménager, il faut apprendre l'anglais. C'est compliqué. Donc, ils viennent, au Québec un peu parce que c'est agréable, parce que c'est facile. Et puis, il y en a beaucoup qui repartent, parce que ça, c'est ce dont on ne parle pas des Français au Québec. Ils viennent en permis vacances-travail. Ils restent 3-4 ans. Et puis ensuite, ils s'en vont. Hein. Je pense qu'au bout de 3 ans, il y a le tiers qui sont repartis. Et je pense que, je n'ai pas les statistiques là devant moi, mais je pense qu'au bout de 10 ans, c'est le 2 tiers des Français qui repartent. Donc, il y a très peu de Français qui viennent au Québec, qui s'y installent pour vrai. Le grand moment de rupture, je pense en général, c'est quand c'est le temps de faire des enfants. Les Français, quand ils se rendent compte, vous savez, vous n'êtes pas votre famille avec vous, vous êtes dans un pays étranger, même si c'est un pays... de race blanche, qui parle français, catholique, et de tradition catholique, en tout cas sécularisée, mais de tradition catholique, qui anthropologiquement paraît extrêmement proche de vous, ça demeure l'Amérique du Nord, vous êtes loin de votre famille, et les gens repartent. Les Français repartent. D'ailleurs, les Français, je suis désolé de vous dire ça, mais vous êtes en général, un mauvais peuple d'immigrants. Vous êtes plutôt des expatriés, c'est-à-dire les Français amènent la France avec eux. Et même les gauchistes, c'est paradoxal, mais même les gauchistes qui croient fuir la France amènent leur réflexe français avec eux, français gauchistes avec eux au Québec, et finalement nous trouvent trop ethno-nationalistes, nous trouvent trop repliés sur nous-mêmes, et finalement trouvent qu'on n'est pas assez cosmopolite, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment, un exotisme du Québec en France, qui fait que ça attire beaucoup de Français. Beaucoup de Français viennent chez nous, vivent quelques années et puis repartent pour la France avec peut-être une amertume de ce qu'est le Québec, je ne sais pas, là, faudrait leur demander, ou de bons souvenirs. Mais en tout cas, je sais que l'enracinement des Français au Québec est beaucoup plus compliqué que ce que l'on pourrait croire. Et donc, j'invite peut-être les gens qui suivent l'Action française à venir voir le Québec, à venir nous visiter, venir visiter notre beau pays, mais de ne pas trop le fantasmer pour ce qu'il n'est pas. Il faut garder toujours quand même une distance critique avec le rêve que nous avons nous-mêmes des pays que l'on s'imagine. C'est d'ailleurs la même chose des Québécois pour la France. Vous savez, vous allez en France, vous avez l'impression qu'on va voir Paris, l'Europe. On a l'impression d'aller voir finalement une carte postale et puis finalement, on se retrouve dans le 10e arrondissement. On a l'impression d'être à Bamako. Donc, vous voyez, tout ça est assez, comment je dirais, tout ça peut choquer les sensibilités. Donc voilà, je dirais, les Français gauchistes qui viennent au Québec, ils viennent aussi parce que ils veulent, c'est l'image qu'on projette. On projette l'image du Canada multiculturel post-national et donc c'est ce qu'on attire. Donc on est un peu responsable de cette sociologie désastreuse qui est celle des Français au Québec. Mais dans tous les cas, je peux vous le dire, les Français de droite seront toujours les bienvenus parmi nous, de droite, la grande famille de la droite, je dirais, sont toujours bienvenus au Québec et je les invite en tout cas à confronter l'image d'Épinal qu'ils se font du Québec avec la réalité. Mais en tout cas, ils sont toujours les bienvenus.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Cormier-Denis, pour votre passionnante et excellente conférence. J'invite donc du coup les auditeurs à vous retrouver sur votre chaîne YouTube Nomos TV et sur votre site Horizon Québec Actuel, dont les liens sont dans notre salon partenaire. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée, suivant de quel côté de l'Atlantique vous vous trouvez. Merci encore, Monsieur Cormier-Denis, et j'espère à bientôt et à une prochaine fois. Donc. Oui, ben écoutez, merci beaucoup de m'avoir laissé le micro et je salue tous les patriotes, tous les nationalistes de l'Hexagone. Vive la France, vive le Québec!